Bonsoir. Si tu descends, attends, parce qu'on voit pas le. Ça n'est pas le bon écran. Oh non. Ça n'est pas le bon écran. Terrible, terrible. Attends, rends-moi la souris. Pardon. Il va falloir. Oh là là, il va falloir couper tout ça au montage. Non, tranquille. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Ça marche avant, Jean-Noël. Bonsoir et bienvenue sur ce live de Capcom TV. Live numéro 12, si je ne m'abuse, Jean-Noël. Écoute, 12 ou 13, j'avoue que ça commence à faire un petit moment qu'on tient le rythme, qu'on tient bon, et du coup, je n'ai pas compté. C'est un véritable marathon. Non, sans plus sérieusement, ce soir, on se retrouve, comme annoncé la semaine précédente, pour donner vie à l'application développée par Marvin et Laurent la semaine dernière. Ils ont bien avancé la semaine dernière, du coup on s'est dit, ce serait peut-être l'occasion de commencer à le rendre disponible au grand public. Et du coup, on va vous montrer comment déployer et automatiser le déploiement. C'est surtout ça qui va être intéressant. La partie front de leur application et la partie API, on la fera dans un second temps. Peut-être en fin de stream sur encore du temps, mais je pense que ce sera plutôt dans un stream dans 2 semaines, si les souvenirs sont bons. Je vais quand même demander si on nous entend. Oui, ce serait bien, oui. En vrai, je peux checker avec le truc ici. J'ai quand même l'impression qu'il y a du son. Donc, Ok. Je pense que c'est bon. Si il y a des problèmes techniques de type audiovisuel, n'hésitez pas à le dire. C'est malin ce petit tankard de caméra, il cache toutes tes infos. C'est fait exprès ou pas? C'était fait exprès, oui. Ok. Du coup, Hugo, on va déployer quoi aujourd'hui? Alors on va déployer le prochain. Comment il s'appelle ce projet? Capcom Twitch, Capcom TV. Je crois qu'il n'y a pas de nom encore. Hein. Il s'appelle twitch.capcom.front. Ok, mais ça c'est son nom technique, c'est c'est pas le nom marketing du projet. Moi, je propose que les gens dans le chat donnent un nom s'ils ont une idée de nom. On va faire un vote, on va prendre les meilleures propositions. On pourra faire ça tout à la fin parce que le nom de site qu'on choisira, c'est le dernier truc qu'on fait dans le déploiement. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on peut changer assez facilement, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc dans un premier temps, on va créer toute l'infrastructure qu'il faut pour que le site puisse être accessible depuis l'extérieur. Ensuite, on va voir comment automatiser ça. Mais alors aujourd'hui, on commence par quoi? On commence par l'API ou on commence par tout ce qui est web? Tu n'as pas écouté Jean-Noël? Mais non, c'est pour introduire le sujet. On commence par le front et l'API on le fera, je pense, la prochaine fois. Parfait. Parce que l'API c'est un peu velu, il y a un peu plus de choses que dans le front. Et le front c'est le plus visuel. Je me dis que pour démarrer un peu léger et avec des choses rapidement visuelles, c'était plus intéressant. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est le front, en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'il faut déployer concrètement? Le front, ça va être la partie client de l'application. Donc, ça va être, si on compare en parlant de techno, ça va être la partie Angular que vous avez vue la semaine dernière. Donc, en fait, c'est juste le client qui va venir rendre l'interface à l'utilisateur et communiquer avec l'API pour afficher les données d'une certaine manière ou d'une autre. D'accord, donc on va concrètement déployer l'application Angular développée par Marvin et Laurent sur une plateforme AWS. C'est exactement ça, Jean-Noël. Parfait. Tu as très très bien suivi le sujet. Tu as un petit papier. Parfait. Eh bien écoute, quel est notre programme? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Eh bien, le point de départ de tout ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Même je crois qu'on a commencé avec ça. On va retrouver ce bon vieux S3. Ah, le service S3, le plus ancien service d'AWS. S3, ça va être le cœur de là où est hébergée notre application. L'application, en fait, l'application Angular va être compilée, va être build, et le résultat de cette build va être déposé dans un bucket S3. Donc la première chose à faire, c'est se rendre dans S3. Hop là. Et on va se créer un bucket S3 qui va représenter tout simplement notre dépôt avec notre build. Donc le bucket S3, premier service introduit par AWS en 2006. C'était le premier pas d'AWS dans le cloud. C'est un des services les plus polyvalents parce qu'il sert à stocker des backups, il sert à stocker des sites web que l'on héberge, il sert à stocker des fichiers. On peut faire énormément de choses avec et c'est un service central chez AWS. Il est au cœur des autres services en fait. C'est une des briques qui sert à construire le reste de la plateforme. Et donc c'est un service que j'aime beaucoup, je suis très content qu'on en parle. Par contre 2006, c'est aussi vieux que ça AWS? Il me semble, je vais vérifier et je vais te dire. Tu deviens le fact-checker de l'émission. Exactement.
C'est BFM TV. Non, peut-être pas, on va pas. On s'en sort. Du coup, on va créer le bucket en cliquant sur le bouton créer bucket. Jusque-là, c'est plutôt simple. Il faut lui donner un nom. Alors, je propose qu'on fasse simple. On va l'appeler capcode.tv. Point quoi? Comment on appelle ce bucket? Bah, le bucket, en fait, quand tu vas faire de l'hébergement de site web, il y a une convention de nommage à respecter. C'est que tu mets le nom du site web que tu vas vouloir exploiter. Par exemple, si tu veux faire un www.capcode.tv, ton bucket, tu vas l'appeler www.capcode.tv. Je pense qu'à terme, on va se faire un CapCode TV avec tout ce qui est relatif là-dessus, là-dedans. Et ce sera l'application qu'on va déployer au fur et à mesure. Voilà, et bien dans ce cas-là, c'est ça que tu mets. Ensuite, lui, il va générer des URL d'accès là-dessus. Il va faire un www.capcodetv.s3.amazonaws.com. Et c'est comme ça que tu peux facilement retrouver un bucket qui sert à stocker des fichiers, un bucket qui sert à stocker un site web, etc. Voilà. Et donc je te confirme qu'S3, c'est le premier service introduit le 13 mars 2006. Attends, je lis la doc. Non, voilà, si encore on peut choisir la région, vu qu'on est à Strasbourg, on va prendre Francfort parce que c'est le plus proche de chez nous. Et je me suis fait une réflexion avant Noël, pourquoi il y a autant de régions disable? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des régions qui sont disable tout simplement parce que tu dois demander à ce que quelqu'un au support d'Amazon te les active. Parce que c'est des régions avec certaines contraintes. Par exemple, tout ce qui est région chinoise, etc., il y a des contraintes un petit peu technico-politiques qui fait que, je sais que les régions les plus récentes aussi, quand elles sont pas encore complètement en production, tu peux demander l'accès. Ouais, genre Milan qui est EU South, que je n'avais jamais vu. Milan, c'est en cours de construction, c'est pas encore en prod, ce sera pour bientôt. C'est une région qui arrive, ils vont introduire la Suisse aussi. Il y a Bahreïn. Bahreïn, ouais, c'est une région du Moyen-Orient qui existe depuis un moment. En 2019, elle était déjà là. Mais pareil, il faut demander l'accès. Ok, bref. Ne nous épanchons pas plus là-dessus. On peut également copier les données depuis un autre bucket existant, ce qui est assez pratique si on veut créer plusieurs buckets en masse. Voilà. Ensuite, pardon, je m'étiquette à cause du pollen, c'est un enfer. Il y a les ACA à gérer. Alors il me semble qu'il faut les activer pour faire de l'hébergement de sites web statiques. Si tu veux pas t'embêter, effectivement, c'est le plus simple. Pour faire un site web par définition c'est public, tout le monde peut y accéder. Donc l'idée c'est de désactiver toutes les sécurités. Et il y en a plusieurs. Hein. Ouais. Il y a les ACL, il y a aussi tout ce qui est bucket ownership, etc. sur lequel il faut aller pour dire voilà l'accès public en lecture, etc. Il y a plusieurs choses à gérer. Par exemple, ici, je pense que je vais décocher le fait de bloquer tous les accès publics. Exactement. Et je comprends ce que je fais, j'ai bien conscience. Le versionning, on avait déjà un peu vu tout ça, tout ça dans un stream précédent. Je ne vais pas m'épancher là-dessus. Donc ça, on va pas activer le versionning, on s'en fiche un peu. Les tags aussi. Le chiffrement, pas besoin. Nouveauté sur le chiffrement. Tu veux l'annoncer? Jean-Noël, je te laisse avancer, c'est toi qui as eu l'info en premier. J'ai appris cet après-midi que sur tous les services de stockage, le chiffrement allait petit à petit être activé par défaut sur tous les services. Donc que ce soit le stockage d'objets S3, le stockage de blocs avec EBS, le stockage de fichiers avec EFS. Ils sont en train de déployer cela pour que le chiffrement soit activé par défaut, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. C'est une bonne nouvelle. Bon, je pense qu'on peut créer le bucket parce que les infos de base sont renseignées. Allons-y. On ira un peu plus loin quand il sera créé. On l'a perdu. Il est où? Il faut le chercher dans la liste. Il est là. Ok. Et là, vous voyez que Jean-Noël Charon, de son prénom, a déjà un petit site web public, qui lui est public, alors que le nôtre, il peut être public, mais il ne l'est pas encore. Donc il y a encore des choses à configurer derrière. Il est vide, c'est tout à fait normal, on n'a encore rien mis dedans. Les propriétés, on a un peu tout ce qu'on avait vu avant. Donc il y a le versionnement, les tags, tout ça. Et tout en bas, si mes souvenirs sont bons,
il y a le static web hosting. Et par défaut, il est désactivé. Et ça, il faut aller dedans et l'activer à la main. Je crois qu'il faut lui dire index.html. Hein. Oui, alors l'index document, il faut le préciser pour que quand on spécifie le nom du bucket ou le nom du site sur lequel on veut aller, on tombe tout de suite sur la page d'accueil, il faut le préciser. Et il faut aussi mettre l'error document sur index.html. Ça, c'est une spécificité d'Angular. C'est une spécificité d'Angular, voilà, tout le monde ne le sait pas, donc c'est une bonne info qu'on vous glisse ici. Pour ne pas perdre le routeur, si je me souviens bien, pour que ce soit toujours le routeur qui garde la main quand il y a un souci, il faut aussi que la page d'erreur soit index.html. En fait, on redirige tout le temps sur index.html et c'est le routeur qui gère lui derrière. C'est pas ton index.html ou ton error.html qui va faire quoi que ce soit. C'est pas de logique. Et les règles de rédaction, on n'a pas besoin. Je vérifie les permissions. Alors, encore une fois, les objets qui peuvent être publics mais ne le sont pas. En fait, il va falloir aller. Les accès publics sont désactivés. Et dans les assets, en fait, il faut éditer. Et il faut juste dire que tout le monde peut éditer et tout le monde peut lire. Ça n'a pas besoin parce que c'est des sous-catégories de. Enfin, si tout le monde a accès, évidemment que les gens authentifiés ils ont accès, donc ça sert à rien de le cocher. On peut le cocher, mais bon, ça sert pas à grand chose. Et voilà. Et normalement, il n'y a pas besoin de faire plus. Ce niveau métrique, bah, c'est juste des métriques. Management, il n'y a rien à faire. On n'en a pas besoin en tout cas. Et les access points, c'est pareil. Comme dit, si S3 ça vous intéresse plus en détail, confère stream précédent. Stream précédent que vous pouvez aussi retrouver sur notre chaîne YouTube, oui. Où on republie régulièrement toutes les diffusions précédentes. Ça serait bien, je pense, de créer une petite colonne /YouTube dans le chat, c'est un de ces quatre. Je vais qui coule toutes mes excuses. Ensuite, la partie suivante, c'est qu'une fois qu'on a notre bucket S3 qui, du coup, contiendra notre site web, bah, la suite logique, c'est que ce site web, il faut qu'il soit accessible aux autres. Du coup, sur AWS, comment ça se passe? Ça passe avec CloudFront, qui est le CDN, qui va se charger, du coup, si c'est bien compris, de diffuser ce bucket S3 à l'ensemble des DNS du monde. Mais qu'est-ce que c'est qu'un CDN, Hugo? Un diffuseur de contenu national. C'est pas mal, c'est bien tenté. On va dire 7 sur 10. Je sais que ça diffuse du contenu, alors par contre, en détail... En fait, ça sert à diffuser du contenu près de tes utilisateurs. Parce que par défaut, sur AWS, tes buckets, ils seront dans une région, Francfort, Paris, Milan. Et tes utilisateurs, ils ne sont pas tous à Francfort, ni à Paris, ni à Milan. Et donc, ce que tu vas vouloir faire, c'est diffuser le contenu de façon globale, au plus proche d'eux. Et donc, AWS a des serveurs de cache un peu partout sur la planète. Et CloudFront, c'est un système qui va prendre le contenu d'un bucket et va le diffuser sur tous ces serveurs de cache pour qu'on ait du contenu qui soit accessible partout, quel que soit l'endroit. Donc du coup, tu seras toujours proche en fait d'une de ces zones de cache. Okay. Et du coup, tu auras du contenu qui sera servi rapidement. Je vais fermer la fenêtre comme ça, on va stopper l'invasion du pollen. Et si à l'occasion tu peux trouver des mouchoirs, ce serait avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Ça, j'ai le nez qui c'est un volcan. Donc je vais créer une distribution. Ah, vous voyez pas le bouton, donc c'est pas le bien. J'ai cliqué sur le bouton créer distribution. Et ici, on va tout renseigner avec plein de choses à paramétrer pour pouvoir configurer notre CDN. Alors, l'origine, vous voyez qu'on a plusieurs choix possibles. On a l'ELB, on a S3, on a encore des choses ici. Ce qui nous intéresse dans notre cas, vous avez deviné, c'est S3. Du coup, on va choisir le bucket S3 qu'on a créé juste avant, qui est du coup ici. Merci beaucoup, Joël. Pause technique. On va se boucher parce que le pollen, c'est en enfer. Je pense que on peut couper le son. Ah, ça ira, je sais, ça ira trop de bruit. Tu es fort discret, je n'arriverai pas à être aussi discret que ça. On a une question dans le chat, pendant que tu te mouches, je peux te la poser, c'est est-ce que le camembert est de Normandie? Mais j'ai peut-être pas tout le contexte de la question. J'ai absolument pas compris, j'ai pas la rêve du tout. Camembert, j'ai pas... Ah, pour CDN. Ah, CDN, camembert de Normandie, effectivement. Bah du coup, non. Pour info, c'est le... Alors, non, attends, je l'ai vu avant, j'ai oublié. Content Delivery Network.
Tu peux penser, il y a des services, tu as peut-être déjà vu des erreurs d'ailleurs, de temps en temps ça arrive quand tes sites web sont saturés. Il y a Cloudflare aussi qui fait ça. Oui, oui. Voilà, ben Cloudflare c'est un CDN tout pareil. Il y a Akamai aussi. Je connais pas celui-là. Akamai tu connais pas? Pourtant c'est très connu. Akamai ils font des caches aussi de streaming vidéo. Donc quand tu regardes, je sais pas, genre du replay TF1, des choses comme ça, c'est pas TF1, c'est Akamai en fait qui diffuse. Ok, d'accord. Bon, du coup, nous choisissons capcode.tv. L'origine pass, il me semble qu'on n'a pas besoin. Je crois que sur cette partie origine, on a juste besoin de fournir le bucket S3. Je check mes notes au cas où, mais je crois pas. Le cache, on laisse comme tel. Ça, le protocole qui est un peu intéressant. Soit on autorise uniquement l'HTTPS, soit on autorise les deux, soit on dit bah, tout ce qui est HTTP, on va rediriger vers HTTPS. Et pour un maximum de sécurité et de compatibilité, on va prendre cette option. Vu qu'on a un site web statique, on a juste besoin du get et du head. On n'a pas spécialement besoin de faire du put et du post sur du Angular. Le cache, on laisse tout par défaut. Tac, tac, tac. Je crois que ça aussi, c'est tout par défaut. Et ça, c'est intéressant. Alors ça, il faut éviter parce que ça coûte cher. Alors vu qu'on est sur mon compte AWS perso, effectivement, si on peut éviter une diffusion planétaire, mon porte-monnaie te remerciera. On va garder l'Europe et l'Amérique du Nord. Europe et Amérique du Nord, c'est pas mal. Je suis en train de dire ça. Ah, t'as pas l'Amérique du Sud ici. C'est pour ça. Le WAF, on n'a pas spécialement besoin. Le WAF, on n'en a pas besoin. Le WAF, petit rappel, c'est un service qui sert de firewall, mais de firewall applicatif qu'on va placer donc devant un site internet, une application hébergée, pour la protéger contre les attaques. Ils ont aussi les firewalls physiques. On avait parlé de ça. Ouais. Donc là, c'est software. L'alternate domain name, ça, ce sera utile après. Mais je sais pas si on peut s'en servir tout de suite. Je pense qu'on verra ça dans un second temps. Ouais, il vaut mieux pas le mettre tout de suite parce que sinon on va être embêté par les certificats SSL qui ne sont peut-être pas encore validés. C'est pour ça qu'on fera aussi le stream en deux temps. C'est qu'on n'a pas encore les certificats qui ont été validés par AWS. Du coup, le temps que ça se fasse, on n'aura pas le certificat valide. C'est pas bien, on verra. On prend HTTP2 et ça, c'est important. Vu qu'on est sur une application Angular, en fait, par défaut, il faut rediriger sur index.html pour que ce soit lui qui sache tout faire tout seul. Du coup, il faut lui dire ici que tu dois aller sur index.html. Je sais plus si il faut mettre le slash ou pas, mais au pire, on verra si ça marche rapidement ou pas. Regarde, c'est écrit. Oui, en fait, t'as pas besoin, du coup, j'ai l'impression. On verra, mais je crois pas qu'on ait besoin. Il me semble que c'est pas nécessaire. Et je crois qu'on n'a pas besoin de plus. On a besoin de plus, mais c'est après. Du coup, je review, tac tac tac, ça m'a l'air bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Les origines, c'est bien mon bucket S3 qu'on a créé à l'instant. Ça, a priori, c'est aussi bon. Maintenant, la page d'erreur. Parce que qu'est-ce qui se passe si, vu que l'application là c'est une SPA, tout ce qui est redirection c'est géré par le routeur. Et du coup, si on va un peu n'importe où à la main, dans notre application, vu que c'est pas référencé dans l'index.html, on aura des 404. Du coup, il faut qu'on explicite à CloudFront que quand il y a des 404, il va falloir le rediriger sur l'index.html avec un code HTTP de 200. Et donc ça, c'est déjà géré par CloudFront et on peut le faire. Du coup, juste à sélectionner ici la 404, on peut laisser la valeur par défaut de 10 secondes. Et donc on lui dit que quand c'est comme ça, quand on a une 404, en fait, on redirige sur index.html avec une 200. Et il faut un slash. Ok, c'est ici qu'il faut le slash. Sinon, je confonds toujours. C'est vrai que c'est pas évident de savoir toutes ces petites spécificités Angular. Quand on a l'habitude d'héberger n'importe quel site web, on s'imagine qu'il suffit de prendre le bundle qui est produit par la compilation et de le placer dans le bucket. Vu que c'est un SPA, c'est un peu particulier. Ouais. Ils sont pas vifs les. Super, on se fait insulter dans le chat. On peut également ici dans notre front dire à certains pays non, c'est pas accessible. Nous, on n'a pas besoin, en vrai, on pourrait dire qu'on n'autorise qu'en France. C'est ça, tu peux faire du geofencing, c'est-à-dire que tu vas. Enfin, c'est peut-être pas tout à fait ça le geofencing, mais en tout cas, tu peux faire du géoblocking. Voilà, tu vas pouvoir bloquer ton application pour la réserver à certains utilisateurs de certains pays. Tu peux avoir des intérêts, j'imagine.
Et la partie qui nous intéresse et qui va être un peu au cœur de l'automatisation, en fait, l'automatisation de notre déploiement, qu'est-ce que ça va être? Ça va juste être déposer la nouvelle application build dans S3 et dire à CloudFront, il y a eu du nouveau, fais quelque chose. Et donc en fait, ça, c'est ce qu'on appelle une invalidation. Ça vient dire au navigateur, quand il vient récupérer ce cache, en fait, il ne faut pas qu'il utilise le cache, mais il faut qu'il récupérer le vrai nouveau contenu. Et du coup, ça passe par le concept d'invalidation. Et comme CloudFront, c'est un cache, son contenu, il faut l'indiquer comme étant mis à jour. Voilà, ça. Voilà. Et ça permet de renouveler. Ça veut dire que CloudFront, en fait, va retourner chercher dans l'origine, donc dans notre bucket S3, le document que tu as demandé. Voilà. On peut éventuellement aller voir Route 53, donc on n'aura pas besoin tout de suite, mais comme ça, c'est déjà fait. Ça ne sera pas en place, mais au moins c'est là. Comme tu veux, Hugo, si tu veux, on peut montrer Route 53. Donc c'est notre serveur DNS, qui est également un serveur qui permet d'enregistrer, d'acheter des noms de domaine. Nous avons justement acheté capcode.tv pour pouvoir héberger toutes les applications qui sont les nôtres, et pouvoir héberger en vrai et vous montrer tout ce qu'on produit dans nos différents streams. Et donc là, nous avons 2 zones hébergées, si tu veux cliquer. Je clique. Nous avons une zone qui est mon domaine perso et une zone Capcode TV qui va donc pouvoir héberger toutes les ressources que l'on... D'ailleurs, c'est assez bien fait parce qu'en fait, quand tu as acheté le nom de domaine sur AWS, tu as automatiquement créé la zone dans Route 53. Tu vois que cette petite description ici, c'est pas quelque chose qui a été créé à la main. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller acheter le nom de domaine, faire la config et tout. Tout est automatisé, ça c'est quand même un bel avantage. C'est ça. Route 53 en fait permet soit de gérer son domaine, soit d'acheter et gérer son domaine. Donc là, si tu vas dans la partie de gauche qui s'appelle Registered Domains, dans le menu, voilà, tu vois qu'ici, il n'y a que capcode.tv. Ça veut dire qu'il y a un domaine que j'ai acheté chez AWS et qui a les DNS gérés par AWS, et l'autre domaine, lui, a été acheté à part, le registrar est ailleurs. Par contre, j'utilise quand même les serveurs DNS d'AWS pour bénéficier de tous les services proposés. Ah, non, c'est bon. Retournons du coup dans Capcode TV, parce que si on est dans Capcode TV, on va faire un petit www.capcode.tv, rapport au nom du bucket S3 et à l'origine qu'on mettra après. C'est tout à fait ça, parce que quand on va vouloir accéder à notre distribution, qui est en amont du bucket S3, on ne voudra pas utiliser le nom interne compliqué en AmazonAWS.com. Je ne vais pas montrer ça en fait. Je vais dans CloudFront. Tu peux montrer l'URL d'accès. En fait, si vous voulez, il y a ici votre bucket S3. En soit, si vous utilisez ça, vous arriverez sur votre page, mais ce sera le contenu de votre bucket S3. Donc c'est pas intéressant. Et je pense qu'on montrera à la fin une différence entre les trois possibilités. Et en fait, actuellement, le nom public, c'est celui-là et c'est pas très sexy. C'est pas très sexy. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un nom qui est préconfiguré, qui est public, qu'on peut utiliser pour tester notre application, mais c'est pas un nom qui est valable d'un point de vue marketing. C'est vraiment un nom technique, en fait. L'enfer à retenir, surtout. Je retourne en Route 53. Et donc... je retourne dans la petite zone, tac, capcode.tv, et donc je vais créer un enregistrement. Alors juste, Jean-Noël, est-ce que là, je me suis posé la question, parce que c'est pas toi qui l'as créé non plus, c'est toi aussi créé automatiquement, on est d'accord? Tous ces trucs-là. Oui, en fait, ça, ce sont les enregistrements de base d'un DNS. En fait, c'est tout simplement l'association, tu vois, capcode.tv. Le type d'enregistrement NS, ça signifie Name Servers. Ça veut dire que pour capcode.tv, les serveurs DNS qui gèrent ton domaine, ce sont ceux qui sont dans la value qui est notée à côté. Okay. Et ça, c'est les vrais noms des serveurs DNS qui gèrent le domaine et qui vont ensuite propager les enregistrements à tous les autres serveurs DNS qu'on trouve. Et tu vois qu'il y a beaucoup de variétés parce qu'il y a plein de domaines différents, parce qu'AWS a des dizaines de milliers de serveurs DNS. C'est le service qui a le meilleur taux de disponibilité sur AWS et je crois que c'est le seul qui a un taux de 100%. Ouais, pas mal. Tellement il y a de redondance. Oui, en même temps c'est important quand même. Le DNS c'est la base de tout, Oui. C'est la base d'Internet. Donc créons un petit record. Donc on a dit qu'on l'appelait www.capcode.tv. Je crois que ce sera, laisse-moi vérifier, du CNAME
Parce qu'en fait, la différence entre tout ça, en fait, quand tu fais du A, tu peux aussi rediriger vers des ressources AWS. Du coup, si j'ai bien compris, A c'est AWS et IPv4. Voilà, 3 fois le A c'est AWS et IPv6. c'est ça. Et CNAME c'est que AWS. Bah, en fait, CNAME, c'est un alias, c'est pour rerouter un domaine vers un autre. Ok. Et donc, c'est pratique pour rerouter CapCode TV Bien, vers... bien. Mais ça marcherait aussi en A techniquement, de ce que je dis. Techniquement, ça peut aussi marcher en A, CNAME, ça c'est peut-être un dépend, peu plus ça dépend avancé. du type de record que tu héberges. Pour un bucket S3, je suis pas sûr que ça marche. Par contre, ça marcherait pour un load balancer, par exemple. Ok. Parce que le load balancer, il a une adresse IP publique. Le bucket S3, et tu la connais, le bucket S3, il a une adresse, mais c'est pas toujours la même, ça change parce que Ok. c'est un système en haute disponibilité. Donc pour le bucket, je pense que le CNAME est plus adapté. Je te confirme ça, vu que j'ai tout fait en CNAME et que je suis avec check ce que tu avais fait, c'est effectivement aussi en CNAME. Alors, les values, bah, du coup, en fait, en value, on va mettre du coup le CloudFront, enfin le nom du CloudFront qu'on a vu avant. Oui, donc tu vas mettre derrière ton record le CloudFront. Tu pourrais mettre le bucket, Oui, mais si on tu perd mets un- ça, tu n'utilises pas Ah, ton c'est bien, DNS. du coup, tu perds un peu Voilà. l'intérêt. Et du coup, tu n'utilises pas le serveur de cache. Petite astuce pour vous qui nous regardez, utiliser CloudFront, ça vous fait économiser, même si ça met un service en plus dans votre infrastructure. Les accès à CloudFront et le stockage dans CloudFront sont moins chers que les accès et le stockage dans S3. Donc plus vos utilisateurs se servent des caches, moins votre facture sera élevée. Ouais, donc c'est intéressant. J'ai vu qu'il y avait un petit info, Joël, là. Et tu peux apparemment faire la sélection avec des listes déroulantes plutôt que Oui. de taper à la main. Oui, quand tu prends un alias, tu peux choisir normalement tes Ça a buckets. juste pas l'air de marcher par contre. Hein. Parce que je peux pas changer la zone. Tu peux pas changer la région? Non, mais c'est pas grave, nous, c'est pareil. C'est Oui, pas bah chose, tu passes par le monde. c'est pas- Et si jamais, pour les gens qui préfèrent être un peu plus accompagnés, il y a aussi un wizard qui t'accompagne. Donc tu as tout ce qu'on a fait ensemble juste avant, mais c'est vraiment plus découpé. Juste revenir parce que je sais pas me servir de ça, du coup je connais que l'interface. Ah On avait dit www.capcode.tv, en CNAME avec notre petit nom vers le CloudFront. Le TTL, c'est quoi le TTL? Le TTL, c'est le time to live, c'est-à-dire que c'est le temps de rafraîchissement d'un record. Par exemple, si tu sais que ton site web il bougera jamais, tu peux mettre un TTL très élevé. La valeur, en fait, l'association entre le nom Ah, d'accord. et la distribution CloudFront derrière ne sera quasiment jamais mise à jour. Ça marche. Par contre, si tu changes de distribution souvent, tu peux dire que tu as un TTL de 60 secondes. Donc le DNS, il va aller vérifier régulièrement s'il n'y a pas en fait une origine différente. D'accord, ok. Des trucs préconfigurés. Voilà, ça c'est des préconfigurations parce que si jamais tu ne sais pas qu'une minute c'est 60 secondes, il y a des gens qui ont peut-être le doute. Et on peut créer plusieurs records d'un coup, mais dans notre cas, on a juste besoin d'un seul. On n'a pas besoin d'un seul. Un petit mot sur la routing policy peut-être? Oui, Jean-Noël, bien sûr. Tu peux recliquer dessus. Ah oui. La routing policy, elle va être pratique pour déterminer quand on est en cluster. Imagine tu as un site web en français hébergé à Paris, un site web en allemand hébergé à Francfort. Et ben, en utilisant par exemple la geolocation que tu trouves ici, eh bien, tu pourras faire en sorte que les utilisateurs français soient renvoyés vers Paris sur le site en français, les utilisateurs allemands automatiquement vers le site allemand en allemand. Et donc il y a comme ça des petites options qui sont intéressantes. Ok. Si jamais tu as des systèmes qui sont en cluster, tu peux définir comment est réparti le trafic entre les différentes machines, etc. CloudFront, c'est très complet. Ça paraît très simple parce que c'est juste des enregistrements en texte comme ça, mais en fait c'est très puissant et tu vas devoir t'en servir pour, si tu fais du disaster recovery par exemple entre Francfort et Paris comme on fait chez Capcode, eh bien c'est Route 53 qui va te servir si jamais tu as une région qui est plus accessible pour basculer tout le monde sur le reste. Ok, d'accord. Donc je présente sauvegarder parce qu'on n'a pas changé grand chose. J'ai pas vu la souris. C'est bon. Donc là, techniquement, on a une URL gérée par les DNS qui est www.capcode.tv qui redirige vers un service de cache qui est CloudFront qui lui redirige vers le bucket S3 qui pour l'instant est vide. Il faudrait qu'on publie tout ça. Et je viens de penser, Joël, que normalement, j'espère que ça marche.
J'ai pas pensé à un truc, mais... On peut toujours reconfigurer les choses par après, hein, donc même Oui. si tu as oublié un élément, il n'y a pas de souci. Je parle de la connexion à GitHub, je sais plus si... Ah. Si vous avez un ordi devant vous, vous pouvez tester hein, www.capcode.tv, ça répond. Alors il n'y a rien d'hébergé, donc pour l'instant vous avez une erreur, mais on voit bien que derrière l'adresse capcode.tv, c'est le service CloudFront qui répond. Ouais. On le voit dans le message d'erreur. Et donc ça veut dire que notre système, le premier niveau DNS vers CloudFront fonctionne. CloudFront n'a pas pu récupérer de contenu de l'origine qui est le bucket, donc on a un message d'erreur. Parce que si on va voir CloudFront, tac, si je prends celui-là et que je prends du coup ce domain name qui est un peu actuellement le nom public de notre site web, bah, j'ai juste un bucket vide en fait. Tu as une information qui te dit qu'il n'y a rien qui existe. Et pareil si je prends celui-là. Si tu veux aller directement sur le bucket, c'est tout pareil. C'est tout pareil. Sachant que là, vous pourriez vous dire que, ah oui, mais alors même si on sécurise du coup l'accès côté DNS, les gens peuvent quand même contourner toutes les sécurités pour accéder directement au bucket, mais on a des options dans CloudFront pour empêcher cela. Donc on peut faire en sorte que le bucket soit caché derrière CloudFront pour qu'il n'y ait pas de contournement possible. Je voulais juste expliquer la différence entre les deux parce que si on regarde ici, on a en fait le bucket et là on a un message d'erreur en fait. Et pourquoi on a ça? Parce que vu qu'on a dit qu'on allait forcément taper sur /index.html, en fait il essaye d'accéder non pas à ça, mais à cette URL. Il le fait un peu de manière cachée. Et du coup, là on retrouve notre message d'erreur. Donc l'objectif c'est que derrière cet index.html, il y a notre SPA Angular. Ok, back to CloudFront. Non, pardon, to Code Pipeline. Donc dans Code Pipeline, qu'est-ce qu'on va trouver? En fait, Code Pipeline, c'est un peu plusieurs outils qui ont été mis ensemble pour créer cet outil qui est Code Pipeline. On le voit sur le côté ici, ça va regrouper du coup 4 outils. La partie Code Commit, qui est l'équivalent de GitHub mais chez AWS, donc ça permet d'héberger du code. Code Artifact, qui va être l'équivalent du repo Nugget pour le C# ou du repo NPM. En fait, c'est de l'hébergement de paquets. Mais est-ce que ça fait aussi repo Maven pour les gens qui font du Java? Oui, mais c'est le même principe que pour Nuggets. J'imagine qu'en fait, à peu près toutes les dépendances qu'on charge sur notre projet, qu'un Code Artifact le sait le gérer. Code Build, ça va être la partie on build l'application, c'est quand même bien nommé. Et Deploy, c'est la partie où on deploy l'application, bien joué. Donc c'est plutôt bien nommé. Et en fait, Code Pipeline, c'est juste, si vous voulez, comment est-ce qu'on assemble toutes ces étapes entre elles pour configurer une CI/CD, donc une chaîne d'intégration continue. J'ai le mot qui va bien, je pense, pour qualifier cela. Si on a des amis qui aiment la musique dans l'audience, c'est l'orchestration Code Pipeline de toutes les étapes qu'il faut Exactement. Pour récupérer les artefacts, compiler et déployer. Alors, si j'ai bien configuré, parce que du coup j'ai fait vraiment des essais avant, si j'ai bien configuré Stream Test, j'ai vraiment pas besoin de me reconnecter à GitHub parce que j'ai créé un objet connexion. Parfait. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a connecté. Alors c'est quoi? C'est dans Code Pipeline, tu as créé une connexion à un repository Git, et c'est sur ce repository Git que nos camarades Laurent et Marvin ont poussé tous les changements qu'ils ont fait au fur et à mesure de leur développement. Pas toujours poussé. Il y a des choses. C'était pas les dernières choses. C'était pas la version. Très bien. Du coup, on crée un pipeline et c'est assez bien fait. En fait, directement sur le côté, on va nous demander toutes les infos concernant nous. Sachant que le nom n'est pas modifiable après, donc il faut bien choisir. Et en fait, on voit qu'on a la source qui va venir du code commit, le build, code build, le deploy, et une petite review pour être sûr que tout est bon. Du coup, vu que c'est Capcode TV, l'application, on est d'accord. Je propose qu'on appelle Capcode TV. Capcode TV Pipeline, Capcode TV comment? Front. Capcode TV Front, ok. C'est bien. On pourrait on va avoir besoin forcément d'un service qui va exécuter la pipeline. Et ce service, il a besoin d'avoir des accès. Alors pour on pourrait utiliser un existant, peut-être qu'on pourrait réutiliser le même service de pipeline en pipeline, ce qui va faire des économies. Mais là, pour la démo, je pense que c'est intéressant de tout créer de A à Z et de voir un peu partout où est-ce qu'il faut aller. Alors les rôles, tu ne les payes pas sur AWS.
Alors, du coup, je vais le laisser créer ce rôle-là. Et si on veut le configurer dans la partie des droits, on ira et comme ça, on pourra aussi montrer un peu IAM. Ouais. Faire un rôle par pipeline, c'est pas mal parce que elles vont pas avoir forcément besoin d'accéder aux mêmes ressources et comme ça, tu peux bien contrôler ta sécurité. Après, quand tu as souvent la même chose, tu peux mutualiser des rôles. Tu peux. Pourquoi c'est pas la default location? On va laisser tout par défaut, il n'y a pas besoin de s'embêter. Donc ici, le nom semble ok, le rôle, on fait créer un nouveau. Tac, 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 on va pas s'embêter plus loin. Du coup, ici vous voyez qu'on a plusieurs choix. Soit ça vient de code commits, ce qui est quand même le plus simple à gérer, parce que du coup c'est intégré à AWS, donc tout est bon. Mais Laurent et Marvin ont fait le choix de faire ça sur GitHub et par chance c'est intégré. Donc il y a deux versions de GitHub. En fait, ce qui va changer, c'est la manière dont on gère la partie authentification. Ici, il va falloir entre guillemets se connecter à chaque fois. À chacune des pipelines que je fais, on va se connecter. Et si j'ai bien compris, la version 2, je vais pouvoir utiliser un objet existant qui est celui-ci. Que du coup, je peux réutiliser mes connexions à GitHub entre mes pipelines et ça, c'est quand même puissant parce qu'en GitHub 1, là, il faut que je ressaisisse tout et moi, je ne me souviens plus de mes mots de passe. Donc, on va faire en version 2. Donc, je réutilise ma connexion. Si jamais, en fait, vous faites juste connecter to GitHub et c'est de haute. Donc, ouais, ça se crée très vite. Vous mettez le nom, vous connectez et vous rentrez l'identifiant mot de passe. Franchement, c'est fait en 30 secondes. Alors le repository name, j'ai complètement oublié, donc je vais honteusement aller le piquer sur notre pipeline que j'ai créé. J'ai bien fait de la créer en avance finalement. Du coup je vous spoil un peu, mais tac tac tac, c'est celle-ci. Donc ça c'est une information du coup qu'il faut chercher avant. Tu peux pas, il n'y a pas une fonction de recherche qui permet. Si tu es sur code commits, il te liste tous tes repos. Mais là sur GitHub, en fait ce qui se passe c'est que je ne suis pas propriétaire du dépôt. D'accord. En fait le propriétaire c'est Marvin. Et vu que Marvin m'a juste donné accès à son dépôt. Et du coup là je vois quoi? Je vois les repos que j'ai créés moi, pas les repos auxquels j'ai accès. Du coup vu que c'est un repo auquel j'ai accès, je peux mettre celui de Marvin et normalement, vous voyez qu'il charge et du coup on trouve un peu toutes les branches qu'il y a. Donc je pense qu'on va se mettre sur master parce qu'en logique master ça doit être la branche la plus à jour. Ça doit être la branche sur laquelle il y a du code stable. J'imagine. Ok, et l'artefact, donc qu'est-ce qui va être généré à la suite de la source? Donc qu'est-ce qui va être utilisé par l'étape de build d'après? On va le laisser par défaut. Donc voilà, vous voyez en fait c'est tout, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on a fait? On a sectionné notre source, le repo, la branche. En fait on va du coup avoir un hook qui écoute là-dessus. Et dès qu'un changement, dès qu'un commit va être fait sur la branche master, ça va venir trigger la CI. Sachant que si besoin, on peut également l'avancer là. Donc quand tu dis trigger la CI, ça veut dire que ça va déclencher le workflow que tu configures dans la pipeline. C'est ça, donc ça va déclencher l'étape de commit, l'étape de build, l'étape de deploy. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va dire à CloudFront, rafraîchir ton cache, le bucket S3 va être mis à jour, et du coup, les gens auront une version du site. Très bien. Je vais cliquer sur suivant. Donc là, j'ai l'étape de build qui est optionnelle, mais on va la voir. Donc on a deux options ici, on va prendre code build. Jenkins, je crois que c'est pour Java, c'est ça? Jenkins, c'est pour faire des builds en Java, ouais. Ici, on n'en fait pas. La région, on va prendre... attends, j'ai créé ma région... On n'a pas choisi de région avant, on est d'accord, Regarde voir. Ah oui, c'est parce que je suis en Virginie du Nord. T'es en Virginie du Nord, ouais. Donc, on arrête tout. Attends, ce que tu avais créé tout à l'heure, tu l'as créé où? En Virginie du Nord. Donc tu peux rester en Virginie du Nord, hein, tu peux c'est pas grave. Bon. C'est pas forcément optimal en termes de ping et de temps de réponse par rapport à ici, mais c'est une pipeline de CI, donc c'est pas très grave. Ok. Alors, du coup, en fait, pour le build, c'est la même logique. Il va falloir un projet qui va devoir builder l'application. Et ce projet, soit pareil, on peut utiliser un existant, soit on peut en créer un. Pareil qu'avant, on va en créer un pour aller à fond dans tout ça. Donc ça nous ouvre une petite modale que je vais mettre en bas d'écran. Donc là, j'ai tout pour créer. Alors je vais l'appeler front builder. Je ferai une description du nom est assez explicite. On n'a pas spécialement besoin. Alors là, du coup, c'est les images. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait fait avec l'ECS. Non, c'était l'EC2 qu'on avait fait la semaine dernière. C'était l'EC2, ouais.
On a différents, soit on peut prendre une image à la main, soit on peut prendre celle proposée de base par AWS. On a besoin d'une Ubuntu si les souvenirs sont bons. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de configurer finalement un serveur Ouais. qui va être instancié au moment où la build commence. Oui. Et donc, on n'a pas à s'embêter, nous, à installer quoi que ce soit finalement. Non, en fait, derrière, je pense que c'est le CS en fait derrière. C'est une VM Docker, enfin une VM. C'est un service Docker qui démarre et qui t'exécute ce que tu lui as fourni comme paramètre. Et c'est tout en fait. D'accord. Donc, ça va démarrer un conteneur Docker avec une image Ubuntu et ça va aller chercher le code que tu as référencé dans le code commit. C'est ça. En fait, en entrée du service de code build, il y a ce que je voulais sortir avant. Et du coup, avant que c'était code commit, c'est mes sources en fait. D'accord. Le runtime, ça doit être standard. Et l'image, il nous faut. Ah ouais, la 4. Je pense que ça marche aussi avec la 5, mais vu que j'ai essayé avec la 4, j'ai pas envie de prendre de risque, on va garder la 4. On fait toujours la test. L'environnement type, c'est Linux. On ne veut pas spécialement privilégier. Et on va aussi créer un rôle pour le front builder. Vous pourrez également utiliser les rôles même entre différents projets de build. Toute la config, on n'en a pas besoin. Si on veut une grosse machine, on peut, mais ça coûte des sous. C'est sûr que. Après, ta build, elle est plus rapide. Donc, de temps en temps, ça peut être intéressant finalement de prendre une machine de plus capacité, de plus grande capacité pour que ta build elle aille plus vite. Après, 145 Go, je pense que mon budget ne le permet pas. On va rester sur 3 Go alors. Et tout ça, on n'en a pas trop besoin dans ce qu'on fait. Ça peut être intéressant, mais là. Des variables d'environnement, effectivement, si. Ça peut être utile. Voilà, ça peut être utile si tu as besoin de passer des variables pour avoir des scripts de build qui soient flexibles, tu peux les mettre ici. Je pense notamment pour Netcore, tu as besoin d'avoir ASP.NET Environnement. Peut-être que tu peux la mettre ici. Nous, on la met dans la définition de tâche. On verra dans 2 semaines. Et je me suis en train de dire, on peut peut-être la mettre ici en fait. Oui, parce que ça, c'est des variables d'environnement après qui sont passées à l'OS. Et donc, tu vas les retrouver dans ton environnement. Du coup, ça fait qu'on n'a pas besoin de la mettre à chaque fois. Il y a peut-être un truc à simplifier dans notre pipeline. Comme quoi, ces strings sont intéressants. Et donc là, le build spec. Le build spec, c'est quoi? C'est le fichier qui explique comment, enfin c'est le script qui explique comment est-ce qu'on va builder notre application Angular. Donc, je vais de ce pas, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Soit on utilise un build spec tout fait, de ce que j'ai compris, soit on le fournit à la main. Nous, on va lui fournir un build spec à la main. On va passer sur l'éditeur et on a bien fait les choses, on a préparé un build spec tout fait, on va passer en revue, ne vous inquiétez pas. Parce que sinon, effectivement, tu peux toujours aller le chercher depuis un bucket S3. Effectivement, tu peux. Donc on a des variables d'environnement ici. On a défini build folder, qui est du coup le dist. Ça, c'est une notion qui est dans Angular. En général, quand vous publiez des paquets, quand vous buildez en production, ça va dans un dossier qui s'appelle dist. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a, en fait, le cœur du build spec, c'est ça. C'est la partie phase. Donc au début, on va spécifier qu'est-ce qu'on utilise comme runtime pour compiler tout ça. Nous, on fait l'Angular, donc forcément, c'est du Node.js. On pourrait spécifier une version où fonctionne toujours en laytest. Moi, je conseille de fonctionner en laytest, comme ça on est sûr d'être toujours à jour. On n'a pas de dette technique qui s'accumule même sur l'infra. Ça, c'est comment qu'on fait au démarrage. Forcément, le npmi pour installer toutes les dépendances de Angular. Et la CLI Angular pour pouvoir quand même build l'application et tout ça. Ça, c'était des petites commandes de debug que je peux enlever. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est qu'on pourrait tout bêtement, si on voulait, juste build l'application et la publier. Mais si on fait l'automatisation, l'intérêt c'est aussi peut-être de mettre des règles de contrôle en plus pour vérifier la qualité du code, pour vérifier qu'on n'ait pas eu de régression. Du coup, ce qu'on peut faire, simplement c'est linter le code. Donc le lint, on va souvent déjà avec Marvin et Laurent. L'idée, ça va être de vérifier que notre code il est correctement écrit, qu'il y ait des règles, que ce soit lisible et que ce soit harmonieux entre les différents développeurs qui bossent sur l'application. On peut également du coup tester l'application, ce qui fait que si un jour il y a une régression, la CI va arrêter le déploiement et ça n'ira pas en production. Donc c'est aussi un garde-fou. Donc ton pipeline s'arrête à la première erreur en fait. C'est ça. Ce qui fait que du coup, c'est pas des choses que vous allez faire à la main, vous n'avez même plus à vous en soucier en fait. Le test il est intégré dans la chaîne de déploiement continu et il faut que les tests passent pour pouvoir déployer. Ce qui est quand même une garantie de sécurité importante. Il n'y a pas de risque d'oubli. Donc oui, on pourra s'en servir juste pour builder et déployer. Mais je pense que les vraies forces des chaînes d'intégration, c'est de pouvoir mettre plein de choses autour, plein de vérifications en plus dont on a besoin. Qui sont essentielles.
Donc on peut limiter, on peut tester. ngbuild-c production, c'est ce dont on a besoin pour builder l'application Angular. Et cette ligne-là, c'est une commande de WS qui va venir du coup, comme on l'a vu avant, créer l'invalidation dans CloudFront, qui va en fait juste venir dire le cache n'est plus valide, il faut que tu ailles récupérer la dernière version sur Amazon S3. Ok, donc ça veut dire que là tu as une commande qui utilise la ligne de commande Amazon, la CLI, pour immédiatement aller déclencher dans CloudFront des invalidations, donc tu peux vraiment tout automatiser en fait. Ouais. Je suis en train de dire qu'on crée l'invalidation avant de déposer les choses dans S3. Oui, ça c'est plutôt quelque chose à faire en post-déploiement. Et je suis en train de me dire que ça explique pourquoi des fois certains clients ils sont en mode pourquoi on ne voit pas que c'est un jour. Il faut quand même des fois créer une deuxième validation. C'est peut-être à cause de ça. C'est peut-être à cause de ça, ouais. À voir si on ne peut pas rajouter dans les pipelines une tâche. Tu peux rajouter une étape de build après, on pourrait juste faire la validation. Ça pourrait être une idée. Donc là, c'est la partie artefact. En gros, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a buildé, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a buildé et où est-ce qu'on met et comment ça se comporte. Donc un artefact, c'est quoi? C'est le résultat de la build. En fait, ça va être l'application compilée, en fait, l'application buildée. Donc ça va être, il y a, je sais pas, 5-6 fichiers .js, index.html et la phase d'icône. Pour une application Angular. Pour un projet C#, forcément, c'est autre chose, c'est des DLL et tout ça. Ok. Le batch configuration, on n'en a pas besoin. Et les logs, on va laisser tout par défaut. Et j'ai pas mis de role name. Parce qu'on va créer un role name, c'est vrai qu'on avait dit qu'on faisait ça. Du coup, on va l'appeler comment le projet? Là, tu peux l'appeler code pipeline build. Ouais. Front build, du coup. Ou front build, ouais. Build. Tout ça, on a vu, on continue. Donc là, il me crée un rôle avec ce nom, qui pour l'instant a juste les droits sur code pipeline. Il n'a pas plus. Ça prend un peu de temps. Ah oui, parce qu'on a juste créé le projet, on n'a pas du tout créé l'étape de build. Voilà, c'est-à-dire que là maintenant, ton projet de build est prêt et tu peux le câbler dans ton pipeline. Dans la phase de build, on a créé un projet de build, on a créé dedans encore un rôle. Je vais donner des variables d'environnement, mais je dis exprès pas les mettre pour que ça pète la build et qu'on voit à chaque fois qu'est-ce qui manque. Et qu'on corrige, ok. Et on veut trigger qu'une seule build à la fois, on n'en a pas besoin. Ensuite, la phase de déploiement. Vous voyez qu'il y a de nouveau plein d'options. Et nous, on va se servir de code deploy. On va rester en Virginie du Nord. L'application name, du coup, ça je ne sais plus qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais plus maintenant. De quoi tu ne te souviens plus? L'application name. Écoute, ça ne me dit rien, je ne suis pas sûr que ce soit très important. C'est Ouais, peut-être je pense juste en fait, un libellé pour je pense identifier qu'on ce peut que tu juste builds faire en fait. Attends, je vais vérifier à côté. Heureusement qu'on a l'anti-sèche. Oui, en fait, pour moi, peut-être pas sans savoir tout ça. Ah, mais non, on déploie dans S3. Du coup, on ne se sert pas de code deploy, on se sert de S3. Ah oui, ok. Oui, c'est pour ça, voilà. Pardon. Du coup, on va déployer donc la code TV et le S3 Objective. Après, oui, c'est V1, parce qu'on veut mettre la racine des buckets. Oui. Donc, si on avait voulu mettre dans un sous-dossier, on aurait pu mettre ici sous-dossier. On n'en a pas besoin parce que nous, on veut directement que le HTML soit à la racine. Mais on pourrait le mettre dans un sous-dossier et du coup dire que le chemin, ce serait ce sous-dossier / index.html. D'accord. On vous entend pas trop bien. Ouais. Ah, c'est un peu dommage. On va rapprocher le micro. Quitte à ce qu'on voit, c'est pas bien grave. Ça fait classe. Oui, en plus, c'est un beau micro. Hein. Ça fait comme si on était des pros. Oui, c'est un chouette micro, je trouve. KMS, ACL et cache control, on n'a pas spécialement besoin. Oui, KMS, c'est pour le chiffrement. Les ACL, je pense que c'est... Access Control List, hein, c'est pour voir qui peut y accéder. Le public read d'habitude. Je pense que c'est pour dire, oui, en fait, c'est pour vérifier que c'est bien accessible à tout le monde. En fait. C'est ça, c'est pour que ce que tu publies dans le bucket, ce soit public par défaut. Ok. Ensuite, next, et on va créer la pipeline. Et j'ai pas mis de key, parce que je pense qu'on met juste là, du coup, j'imagine.
Je vais vérifier de ce pas avec mon anti-sèche. Ouais, on n'a rien mis. Hein. Ouais, ok. Un peu surpris par ça, mais on verra bien. De toute façon, c'est du build and retry. Hein. Si ça marche pas. Oh, bah on va débugger. Hein. De toute façon, il ne reste plus que ça. Après, enfin, plus que ça. C'est la partie la plus compliquée. Hein. Donc là, une fois que la pipeline est créée, elle se lance toute seule. Bah, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Donc là, ça l'a tout de suite déclenché. Oui. Bah après, s'il y a besoin et qu'on ne veut pas la déclencher tout de suite, il y a un petit bouton stop ici. Ah, est-ce qu'on peut nous décaler, Jean-Noël parce que attention, astuce. Tac. Si jamais aussi il y a un bouton release changes, si vous avez besoin de changer à la main, enfin de release à la main un changement sans lancer de commits, bah vous pouvez le relancer la série. Donc là, bah nickel, la phase de source est bien passée, donc il a bien réussi à se connecter au GitHub de Marvin, il a bien réussi à récupérer les sources, il a bien réussi à les envoyer dans la build. Je propose qu'on regarde qu'est-ce qui se passe là-dedans. Oui, parce qu'on a des logs quand même. Bah oui, on voit ce qui se passe. Alors forcément, au début, le temps que le CS démarre, enfin le temps que le service Docker démarre, au début on n'a rien, il faut un petit peu attendre. Maintenant, ça se refresh en temps réel si mes souvenirs sont bons. Faut peut-être cliquer sur Tail Logs, non? Pas l'impression. Non, mais ça prend une petite minute en général à démarrer. Ok. Oui, bah oui, parce qu'il faut créer, enfin, faut instancier un serveur, il faut créer le conteneur, récupérer l'image, démarrer ici, tout ça. il a installé Node en version 12. Là, il est en train de faire le NPMI. Donc, il est en train d'installer toutes les dépendances dont Laurent et Marvin ont besoin pour leur application. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas persistant et qu'à chaque build, il réalloue toutes les ressources dont il a besoin et qu'il les détruit une fois qu'il a terminé sa build. À chaque fois, c'est from scratch. Et c'est du jetable, donc. C'est pas du jetable, c'est du recyclable. Je suis assez surpris que le code lint, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils ont bien bossé, c'est cool. Bien bossé. Mais moi, je leur faisais tout à fait confiance. Pour l'instant, la build, ça a l'air de bien se passer. Alors, si jamais, pour la petite astuce, dans le lore, c'est quand même toujours mieux de limiter le code, puis de le build, puis de tester, parce que tu peux pas tester un code qui n'est pas build. Donc forcément, tu dois builder, puis tester. Et c'est un peu con de limiter à la fin, parce que si tu as buildé, testé, que ça pète au lint. Ouais, en gros, ça veut dire que ça marche, mais c'est mal écrit, quoi. Ouais, donc en vrai, le lint, c'est pas si long que ça, donc plutôt c'est fait, mieux c'est. Parce que sinon, si tu dois attendre la fin pour faire ah putain, j'ai oublié un point virgule, bah t'as perdu 5 minutes pour rien. Quoi. Donc là, ça vide, et donc là, on va lancer maintenant les tests. Vu que l'application est pas très longue, c'est assez rapide. Et là que vois-je? J'ai l'impression que. Ça ressemble à une stack trace. Moi, je crois que les tests unitaires n'ont pas été faits sur le projet. Hein. Aïe, 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 aïe. Bon, bah là, pour les besoins industriels, on va devoir faire outre, hein, mais la semaine prochaine, il faut que ce soit corrigé et ce serait bien. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit exactement? C'est en fait, des erreurs d'injection? On a une grosse stack trace qui n'est pas très lisible. En fait, qu'est-ce qu'on a? En fait, on dit carrément quelle ligne a pété. Et on dit que l'NG test n'a pas marché. Du coup, effectivement, on voit que le problème, c'est que l'HTTP client n'est pas providé. C'est-à-dire qu'en fait, le test dans Angular, en fait, il n'est pas écrit, il est là, mais par contre, il n'a pas été configuré, il n'a pas les mocks en fait, pour pouvoir se lancer. Ok. Et du coup, il est en mode, ok, j'ai un HTTP client, mais je ne sais pas comment l'obtenir, et du coup, ça plante. Donc là, si on était vraiment séparé entre l'archi et le dev, ce serait retour au dev et on arrête là. Parce que là, concrètement, pour solutionner ça, c'est quoi? Il faut faire une build avec un moins skip test ou quelque chose comme ça? Non, mais non. Pas besoin d'aller aussi loin, Jean-Noël. On va reprendre tout simplement. Vous voyez que ici, du coup, l'étape a fail et elle est en rouge. Si je retourne ici, si je clique sur AWS Code Build, en fait, je vais arriver sur mon projet de build, donc sur Front Builder qu'on a créé juste avant. Et si je vais dans Edit, je peux éditer mon build spec. Ce que je te propose, c'est que en fait, on va juste du coup commenter la ligne de test parce que visiblement, pour ce soir, il faut quand même qu'on avance. Pardon, pour CTRL S, un réflexe. Il faut quand même qu'on avance et du coup, on va commenter le NG test pour ce soir. Mais bien, ça serait que la semaine prochaine, ça fonctionne. Je l'update. Par contre, quand j'update le builder, le projet de build, ça ne relance pas tout seul. Donc il faut juste cliquer sur Release Changes, que vous ne voyez pas. Je clique dessus, vous l'avez ici. Release et on est reparti pour un tour.
Et donc il refait pas que l'étape de build, il régénère complètement une Il image semblait qu'à un locale. moment. Ah, ben en fait, voilà, c'est ça. Quand ça fade, vous l'avez peut-être pas vu ici, il y a un petit bouton retry. Ah oui, tu peux Donc, j'aurais pu retry réessayer juste sur la la phase phase. de build, mais j'ai pas pensé. Ok. J'ai un peu soif, en vrai, je te cache pas. Je te sers un verre d'eau? Je te cherche ça. En fait, j'ai vu que ça build. Tu veux un verre de bière? Je veux bien une espèce. Merci beaucoup. À votre service, monsieur Attends, il faut que je me meuble en attendant. Je vais. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des retours, des remarques. C'est aussi l'objectif du live, c'est d'être interactif. Voilà. Apparemment, ça a démarré, donc je dois pouvoir voir le détail. Ah, ça n'a pas encore démarré. Comme quoi, ça prend un peu de temps, donc et ça coûte un peu de sous au final aussi, finalement, si vous faites plein de CI pour rien. Donc c'est quand même mieux de lancer toutes les commandes qu'on a vues, le lint, le test et tout ça. C'est quand même une bonne pratique de le lancer en local avant de démarrer la CI, parce que sinon on démarre la CI juste pour rien et on perd du temps, parce que mine de rien, bah, c'est coûteux en temps et en argent de démarrer une CI. Donc si on peut éviter et qu'on peut faire toutes ces vérifications en amont, c'est quand même mieux. Ça devrait pas tarder à arriver. On va rafraîchir la page. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le droit aux marques sur Twitch, je crois? Je ne sais pas. Alors, que donne cette build? C'est en cours. Pour l'instant, rien. Ah, ça a démarré. Disons, c'est que l'explication, c'est que le plus long, c'est pas tant l'exécution, c'est le démarrage de CI. Je disais que tu as tout intérêt à faire le lint et le ng test et le ng build en local avant de commit, parce que Oui, bah comme ça, tu es sûr que ce que tu pousses, ça va passer. si quelqu'un l'oublie, c'est un garde-fou, mais c'est quand même mieux de le faire quand même en avant et de prendre le réflexe de le faire. Parce que, bah, comme dit, démarrer une instance pour que ça peut être au lint, t'as démarré et t'as trigger toute une pipeline pour que la première ligne, ça marche pas. Ouais. C'est un peu dommage. Il y a aussi parfois des gens dans les équipes de développement qui sont un petit peu optimistes et qui ont tendance à pousser immédiatement dès qu'ils ont fait un changement, à pousser sur les branches. Et du coup, ça déclenche des compilations et des compilations et des compilations en cascade. Au lieu de le faire, ben voilà, une fois que tu as fini une fonctionnalité, à ce moment-là, tu la pousses et tu regardes ce que ça donne. J'ai tendance à faire ça quand je vois des petits bugs sur test, je les corrige et puis je merge. Et puis après, je fais ah, j'ai encore vu ça. En fait, vu que ça m'en prend peu de temps, bah, du coup, je vérifie la carte que j'ai faite et du coup, je trouve des trucs et je trouve à la fin. Voilà, du coup, tu nous augmentes la facture, bravo. Fais pas ça souvent non plus. Ça a fail de nouveau? On dirait bien. Ah, pourquoi ça a fail? Ça, c'est intéressant. Se mettre dans mon build spec, je peux mettre des variables d'environnement. C'est ce que vous voyez ici. En fait, cette variable-là, on l'a jamais définie. Distribution ID, oui. Alors. Donc ça, c'est l'ID de notre distribution CloudFront, c'est ça? Parce que vu qu'on est en train de créer la validation, il faut quand même lui dire bah, sur quelle distribution il faut le faire. Et du coup, hop, je vais juste revenir ici. Si on va dans CloudFront, on voit que bah, www.capcode.tv, il a un ID. Et c'est cet ID qui nous sert de référence entre nos différents services au final. Très bien. Et donc pour que ton build spec soit générique et que tu puisses t'en resservir sur plusieurs projets de build et dans plusieurs pipelines, en fait, tu vas définir ça comme étant une variable. Comme ça, ton script ne dépend pas de ce que tu builds. C'est ça. Comme ça, le projet de build, on peut le partager entre plusieurs pipelines et chaque pipeline vient fournir les arguments nécessaires qui sont cohérents avec son contexte en fait. Je vois. C'est quelque chose, c'est un concept qu'on avait déjà vu avec Lambda où on pouvait mettre des variables d'environnement dans les... Ouais. dans l'environnement justement pour pouvoir passer des infos au code de façon paramétrée. Là par exemple on a un petit bouton retry du coup, on a pu cliquer là-dessus. Donc là on réalloue pas tout. Vu qu'on va éditer, je crois que quand tu as édité ton stage, tu ne peux pas cliquer sur retry je crois. Mais on va vérifier ça de suite. Du coup ça c'est l'interface qu'on avait déjà vu avant, c'est comme l'interface de création, mais en mode édition.
Et puis en fait, c'est ce truc-là qu'on a hésité avant et qu'on on n'est pas allé au bout. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, on voit que la variable qui me manque, alors ça c'est pas les bons logs, hop, la variable qui me manque c'est distribution ID. Est-ce qu'il faut mettre le dollar ou pas? Non, le dollar, en fait, le build spec, je crois que c'est un shell en fait. Mhm. Et du coup, bah, en shell, pour pas écrire du texte, mais pour avoir la variable d'environnement, tu mets un dollar devant. Ok. Si les souvenirs d'IUT sont bons. Donc en fait, là, le message que tu as dans le log, c'est le message technique Linux. Je n'ai pas cette variable et il te met la variable avec le dollar. Mais toi, quand tu configures, tu ne mets pas donc ce dollar. Non, par contre, quand tu écris ton build spec, tu mets le dollar. Parce que Ah sinon, ok, parce tu que veux- ça va s'exécuter dans parce le que tu shell. veux- C'est parce que tu veux accéder à cette variable-là. Tu veux Ok. pas écrire distribution, c'est pas du texte. Je prends juste un coup chez toi. Faut qu'on s'organise, que je parle. Oui, oui. Je pense que c'est bon. Je peux faire un petit done, je peux save, et je crois que quand tu save. Ah non, t'as un nouveau bouton retry, ok. Bah on peut du coup juste relancer ça. Ah bah non. Quelle est cette erreur? En fait, vu qu'on a changé la définition du build, tu peux pas retry. D'accord. Tu dois tout rechanger, tu dois tout relancer. Eh ben. De toute façon, l'étape de commit, ça coûte, je pense, 5 secondes. Parce que c'est Oui. vraiment aller récupérer les sources et. Après, Code Pipeline, c'est pas très cher hein, comme service. C'est comme c'est à la demande, tu payes pour les builds que tu fais. Enfin, ça reste plus Oui. économique et plus souple que d'avoir un serveur de compilation. Il y a quelques années chez Capcode, on avait un serveur Jenkins sur une machine virtuelle EC2 et c'était pas plus performant. C'était à nous de le maintenir, il fallait passer des patchs tous les ans, il fallait faire des mises à jour, passer des patchs pour corriger des vulnérabilités de sécurité, il fallait tout paramétrer. C'était un sacré boulot en termes de maintenance et le passage à cette infra de CI/CD sur AWS, c'est quand même un gain de temps considérable. Ouais. Là, en termes de souplesse, c'est Ouais. pratique. C'est plus souple. Alors je suis tellement content de ne plus faire les mises à jour. Parce qu'à chaque fois, en plus, il avait tendance à accumuler pas mal de logs, donc les disques se remplissaient, donc il fallait purger ou alors rajouter de la place au stockage. Enfin, il y avait un travail de maintenance qui est un travail d'ingénieur système. Et chez Capcode, on n'a pas vraiment d'ingé système. On a des gens qui connaissent un peu, mais on n'a pas de spécialistes dont c'est vraiment le boulot au quotidien. C'est l'avantage de l'OS, je trouve, c'est que des devs peuvent assez facilement se mettre dans la partie Ops, quoi. Sans, Bah oui. sans problème. Il n'y a plus d'infra à gérer, il n'y a plus de système à gérer. Du coup, en tant qu'équipe de développement, on gagne une autonomie et une agilité qui nous permet d'être plus efficace. Clairement. Là, on a la phase de build, donc ça va pas trop tarder à arriver. Donc là, jusque-là, tout se passe bien. Il n'y a pas de rouge, donc c'est que c'est OK. C'est plutôt ok. Il y a des warnings, mais ça, c'est NPMI. On les a aussi en local, ces warnings-là. Ah. Je pense que j'ai mal écrit distribution. Je ne sais pas aller vérifier. C'est mal écrit dans le script ou c'est mal écrit dans Je pense que j'ai la, mal écrit dans. Ou j'ai- dans la variable? Par contre, il est case distribu. Mais si, j'ai bien écrit. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? L'effet des mots. J'ai bien pris le bon. Pas d'espace avant, pas d'espace après. C'est possible qu'il y ait un espace avant. Le message d'erreur, c'est quoi? C'est je ne trouve pas la distribution ou c'est Je vais d'abord relancer et puis je vais voir. la variable n'existe pas? Je vais voir, on sait pas. 255 sur ce truc-là. Pourquoi donc? Je pense qu'il n'a pas trouvé la distribution ID. Ah, attends. Mais non. On n'a pas eu l'erreur. Aïe, aïe, aïe. Il peut pas créer la distribution parce qu'en fait, Code Pipeline Ah. Bitfront n'a pas les droits sur CloudFront. D'accord, ok, donc c'est dans le rôle qu'on a créé tout à l'heure qu'il lui manque la possibilité d'aller agir sur l'invalidation. Parce qu'effectivement,
Tous les serveurs AWS étant comme des silos, ils sont étanches les uns envers les autres. Donc CodePipeline n'a pas le droit d'agir sur CloudFront et du coup, il faut lui donner le droit de le faire. Mais ça, tu vois, c'est quand il y a des messages d'erreur en rouge, bah, tu vas lire ce qui est écrit en rouge, tu vas pas lire ce qui est écrit avant. En fait, je me suis dit à la base, en fait, vu qu'il est sensible aux espaces et que j'ai copié-collé, Peut-être que tu as pris un espace. Ouais. Il faut aussi être vigilant là-dessus. Hein. Les espaces, c'est important. Du coup, les rôles, ça se gère dans IAM, qui est finalement le service d'AWS qui gère les rôles et les utilisateurs. Et la sécurité, hein. Ça signifie Identity and Access Management. Okay. Et c'est là qu'on va définir justement les utilisateurs, sachant que on va donner des privilèges aux utilisateurs pour qu'ils aient le droit de faire des choses sur notre infra, mais on va aussi donner des droits au travers de rôles aux services AWS eux-mêmes pour qu'ils puissent interagir entre eux. Et c'est donc ce que là, Hugo est en train de faire. Il va dans le rôle qui a été défini et il va donner à ce rôle une policy, sachant qu'une policy, c'est quoi ? Eh bien, c'est la combinaison d'une condition j'accepte ou je bloque, d'une action sur une ressource. Voilà, c'est la combinaison de tout ça. Il faudra qu'on fasse un stream sur IAM. Ouais. Ça, si je donne le full access à l'un à deux. Si tu lui donnes CodePipeline full access, je crois que c'est deux versions différentes. Tu en as un qui est plus récent que. De toute façon, pourquoi il râle ? Parce qu'il ne peut pas créer le CloudFront. En fait, il a besoin de CloudFront. Hein. En fait, tu n'as pas besoin de lui donner full access, mais si tu veux que on ne soit pas trop hors sujet, il vaut peut-être mieux. Je pense que c'est dans CloudFront, non, c'est tout. Hein. Normalement, il faudrait faire une policy bien ciblée. Donc là, il faudrait faire Create Policy, là, le bouton qui est en haut à droite. Et ensuite, là, on configure la policy. Il peut uniquement créer des invalidations. Voilà. Parce qu'en fait, là, potentiellement, notre projet de build pourrait lui-même créer la distribution. En fait, c'est ça, il serait capable de gérer n'importe quoi sur CloudFront. On l'a fait à la main, donc on pourrait faire un create if not exist, en fait, un truc comme ça. Tout ce qu'on a fait avant, on pourrait dire si je trouve pas le bucket S3, je le crée, si je trouve pas la distribution, je la crée. Ah oui, on pourrait utiliser des commandes comme tu as mis dans le build spec pour effectivement immédiatement créer des choses s'il y a besoin. Donc j'ai attaché mes policies, on la retrouve ici, et on va de ce pas réessayer. Bon, en plus il vient de péter, donc c'est pas. Et donc là, tu re-release ou tu peux retry sur l'étape ? Je pense que je peux retry. Parce que là, vu que c'est qu'un problème de droit, t'as pas changé à ta configuration de build. Je pense que. Alors attends, je crois que je suis revenu sur le truc pété là, parce qu'il n'a pas encore commencé. Là, je reviens sur le. Ah non, je reviens dans le. Tac. Voilà, donc là, il a redémarré. On va faire un peu le ménage. Une étape de build. Ça, on n'a plus besoin. Ça, on n'a plus besoin. Ça, on n'a pas spécialement besoin, mais on va garder. Ça, c'est la pipeline de backup au cas où. Et ça, c'est notre log. Ah, d'ailleurs, aussi, on a peut-être un peu plus de détails. Là, c'est les grandes étapes. Hein. C'est le job a été envoyé, il est dans la file d'attente. Provisioning, c'est la création d'une machine virtuelle qui sert de support à Docker avec la récupération de l'image. Ensuite, e-boot. D'ailleurs, on voit que c'est 21 secondes, hein, c'est une étape assez longue. Ensuite, download source, c'est je me connecte à GitHub, je télécharge la branche que tu as mise dans la configuration. Install, là, je sais pas exactement à quoi ça correspond. Je pense qu'il installe l'environnement dont il a besoin, c'est le node et tout ça. C'est la phase d'install qu'on a mis. Mais ça, c'est dans le build spec. Ah ouais, je sais Donc pas. pour moi, ça serait plus dans build ou pré-build, tu vois. Je sais pas. On revient sur les builds parce que j'avais un truc à te dire. Par rapport à une PMI. Là, on a que des paquets entre guillemets publics dans ce projet-là. Mais il peut arriver que vous ayez forcément un repository privé. Par exemple, vous pouvez avoir des paquets que vous publiez vous-même et que vous utilisez entre plusieurs applications. Et vous pourriez les héberger, par exemple, en code artifact. Parce que code artifact, c'est gérer, comme on l'a dit avant, des paquets NPM, des paquets Nuggets, même des paquets Maven. Et du coup, vous pourriez venir lui dire de se connecter à ce repo code artifact qui ferait proxy avec les autres repos. Et du coup, avec le NPM, il serait capable d'aller récupérer des paquets qui ne sont pas publics mais privés et uniquement sur l'infra AWS.
Donc ça, ce serait une petite commande à AWS pour juste se connecter à ce repo-là et pour y avoir accès. Donc c'est une commande en plus dans le build spec pour utiliser un repo qui vient de l'infra AWS Ouais. plutôt que faire un NPMI depuis un repo public. C'est ça. Et là, bah, ça a l'air d'avoir marché. Ouais. Ah, la build a l'air pas mal là. Hein. Donc là, tac, je vais au bout. Ah, le deploy n'a pas marché. Le deploy n'a pas marché. Alors qu'est-ce Ça, qui a par pu se contre, je passer? m'attendais pas. On va regarder. Clique sur les Et je détails. pense que c'est objectif parce que l'objectif, ça me dit vraiment rien. Ah, ok. Tu as créé le bucket à Francfort et le reste de la config avec la pipeline en Virginie du Nord. Donc il faut que tu ailles dans S3, que tu dégages le bucket et que tu le recrées en Virginie. Et du coup, il faut refaire la distribution et du coup, il faut On refaire peut les pas refaire la différentes pipeline étapes. plutôt. On peut refaire la pipeline. Ah, si tu vas plus vite à refaire la pipeline, moi ça me va. Mais c'est bien parce que ça nous montre bien que AWS c'est sympa, mais quand on l'utilise en cliquant dans la console, on passe beaucoup de temps à cliquer, à taper, à configurer, etc. Qu'un code qui est franchement juste le nom. Pas- Et donc, si on veut être efficace, je meuble pendant que Oui, tu vas-y. fais. Si on veut être vraiment efficace, en fait, il faut automatiser un maximum les choses. Et l'automatisation, elle peut passer soit par du code, hein, avec de l'infrastructure as code, on va pouvoir utiliser un SDK pour coder vraiment la création des ressources. Ou alors on peut passer par des scripts shell qui vont utiliser la CLI pour automatiser donc dans ce script la création de toutes les choses dont on a besoin. Et quand on utilise la CLI, qu'on crée des ressources, on peut récupérer l'ID des ressources qui ont été créées précédemment et comme ça, on peut se passer en cascade d'une commande à l'autre les valeurs qui vont dépendre. Par exemple là, je crée l'invalidation, je peux récupérer son ID. Son ID ensuite, je m'en sers comme une variable qui va aller dans la commande suivante qui sera la création du bitspec, etc. On peut complètement automatiser les choses parce que la CLI permet de créer des ressources, mais aussi d'interroger les ressources existantes. Donc on peut faire des queries pour lister tous les composants qui existent. On peut faire des filtres pour dire, bah voilà, je veux lister tous les projets de build, mais que ceux qui respectent telle et telle et telle condition. Et ça permet de faire des choses finalement assez pointues quand on est un peu à l'aise avec des commandes soit des commandes de shell, soit à l'aise dans un langage de programmation. Le kit de développement existe dans plein de langages. Il y a le C#, le JavaScript, le Java, le Rust, le Go, le Python. Et j'en passe. Je pense qu'il y en a d'autres. Oui, je me suis perdu. Non, c'est bon. Distribution. Donc là, tu en es. Alors, il y a un vrai environnement que je n'oublie pas cette fois-ci. Parfait, on la met tout de suite. Tac, tac, tac. S3. Le bucket, c'est Capcode TV. L'objectif, je pense qu'on n'en a pas besoin. Je maintiens. D'accord, je maintiens pas. Là, c'était public read. Next. Tac, tac. Je pense qu'on est bon. Ouais, c'est un peu étonnant qu'il demande un objectif parce que normalement c'est le nom que tu. Ouais, c'est c'est le le nom de la chose, que dans hein, la- le fichier qui est poussé sur Sur le lequel bucket. que j'ai au cas où. J'ai pas d'objectif. Hein. Alors attends, redescends voir. Tu fais bien du deploy sur Amazon S3. Par contre, tu vois, celui-là, je suis en cross région. C'est marrant. Hein. Je sais pas comment je l'ai fait. Si on edit ici, qu'est-ce qu'on reçoit plus d'infos? Ah, attends. Mais pas tout ça. Non, c'est pas exactement la même chose. Hein. Ça a pas l'air d'être la même étape de Est-ce que je me build. serais planté sur la build? C'est possible. Hein. Après, on peut le changer. Regarde voir la structure de ton autre pipeline. Là, donc tu as bien une étape de deploy. Je vais comparer. Hein. Toujours comparer. Ça, je peux faire. Deploy, deploy. C'est pas la même chose, c'est dingue. Est-ce que c'est parce que c'est un www point? Je ne pense pas. Mais c'est pas un nom de bucket, ça, c'est bizarre.
Ou alors il met pas le domaine amazonaws.com? Ok, d'accord, c'est juste le nom. Ok. Donc c'est vraiment le nom technique, très bien. Il faut extraire les fichiers qu'on a zippés en fait. L'archive, je crois qu'elle sort zippée, du coup il faut l'extraire. Une build Angular, ça sort un zip? Je crois, hein. Bah j'ai l'impression. Hein. En tout cas, l'artefact que sort code commit, j'ai l'impression que c'est un zip. D'accord, ok. Du coup, je le demande de le sortir et du coup, j'ai pas de déploiement de passe. Là, du coup, je peux le mettre dans un sous-dossier. Ok. Donc en plus, de toute façon, c'était faux. Donc on a gagné à refaire la CI. Avant, si j'essaye assez vite, on aura changé l'étape de deploy avant qu'elle commence et du coup, on a été assez rapide. Ouah, le ninja. J'espère juste que j'ai rien oublié. Bah oui, forcément. Et le rôle, hein. Du coup, le rôle n'a plus Eh oui. le bon truc. Donc on va retourner faire ça. Tu as créé une nouvelle build, donc tu as un nouveau rôle qu'il faut de nouveau mettre à J'ai jour. vraiment la con, j'ai pas fait gaffe. Ça, c'est pas très grave. Hein. Tac tac, on retourne. Mais ouais, tu vois, il pourrait le dire avant, je trouve. Que attention, c'est pas cross-région, ça va pas marcher. Attends, mais c'est global ces trucs-là, on est d'accord? Les policies? Ouais. Oui, mais là, quand tu as créé la config de build, est-ce que tu as fait réutiliser un rôle existant ou est-ce que tu lui as dit de créer un nouveau rôle? C'est où qu'on change ça? Soyons un peu exploratoire ce soir. C'est dans l'étape de build, non? C'est où là? Là, je suis dans le builder. Ok. À Frankfurt. Environnement. Là, c'est vraiment, ça m'intéresse, donc ça, désolé, mais j'aimerais savoir où est-ce que tu changes ça en fait. Moi, je dirais que c'est dans le truc principal, projet configuration. Ouais. J'ai pas l'impression. On va un peu explorer, écoute, on est là pour ça aussi. Hein. Bon, si on se trouve pas, c'est pas grave, on ira le changer à la main. Ça va bien charger. Ah, tu peux dire que c'est parce que d'habitude, tu fais tout bien du premier coup. Je pense pas. Non. Ah, attends. Je pense que tu peux pas changer le rôle une fois que t'as fait ton truc. C'est possible. Hein. Il y a régulièrement des éléments qui, une fois créés, ne peuvent plus être changés. Hein. Tant pis, c'est un nom à la con, mais c'est pas très grave. Du coup, on avait dit qu'on avait besoin de CloudFront, hein, c'est ça? Ouais. Entrée. Et tu avais mis CloudFront Full Access. Ouais. Ça va pas se noter. Donc je vais juste retrouver ma pipeline en passant par pipeline parce que c'est un peu le bordel avec tous ces onglets. Et je vais de ce pas retry. Donc je vais tout release du coup. Okay. Et vu que je change la phase de deploy. Il faut refaire une release. Ok. Ça c'est bon. Et ça. Ça c'est la backup. Non. Ah, ok. Le cancel avec OK, ça me perturbera toujours, je crois. Parce que annuler avec annuler ou OK. Donc, normalement là. Là, c'est les tambours qui roulent. Hein. Là, ça va aller jusqu'au bout. Enfin, si Marie et Laurent ont fait leur boulot, il n'y a rien qui nous. Si eux ont bien fait leur boulot et si nous, on a bien fait le nôtre. De toute façon, s'il y a des choses qui ne marchent pas, on peut encore bidouiller dans le build spec pour ajuster. Non, ça build, donc à partir de là, s'il y a un problème, c'est que. On va pas faire les méchants et leur dire ah, on vous corriger, on va le raser patouiller. Nous avons quelqu'un qui te salue, je crois. Tu peux le bannir lui. Et à chaque fois, il est embêtant. Moi, je l'ai trouvé poli, il dit bonjour. Il n'a pas dit bonjour là. C'était quand même un message Dégoût, plein de... Moi, je l'ai trouvé plein d'amitié. Si dégoût c'est de l'amitié pour toi, Joël. Après, dans mon vocabulaire, c'est pas une insulte, c'est déjà bien. De toute façon, t'as pas de bouton timeout, c'est marrant. Hein. De bouton timeout, non. Moi, en tant que mono, j'ai vraiment une petite icône à côté, genre vraiment le bannir. Quoi. Oui, mais tu es privilégié. C'est vraiment, c'est tentant, hein, surtout des gens comme ça.
Tu as des capacités de modération sur Twitch qui C'est-à-dire qu'en m'échappent. tant que mono, tu as plus d'options qu'en tant que diffuseur, c'est marrant. C'est pas les mêmes rôles, hein. Tu fais pas le Oui. même job. Quand tu diffuses, t'as pas le temps de t'occuper du chat. Clairement. Alors, je dois lire un message plein de tendresse, effectivement. Oui, c'est une façon de voir les choses. Hein. Mais tu sais pourquoi il y a tellement de tendresse? Parce que chez Capcom, la violence, elle reste dehors. Pas sûr. Alors ça build ou pas? Ça build, let's go. Allez, maintenant ça déploie. Et là, normalement, le déploiement, c'est pas très. Parce que normalement, si je fais F5, des fois, c'est. Et là, c'est ouvert. Ah, c'est ouvert, c'est ouvert. Ce qui veut dire que normalement, je peux me débarrasser de cette backup qui ne sert à plus à rien. Et je vais dans CloudFront. Souvenez-vous, on a créé une invalidation. Même Oui. plusieurs, du coup. Le suspense est à son comble. Si je vais dans invalidation, j'en ai deux. Ça, c'est celle d'avant, du coup, de Virgin Minor. Et ça, c'est celle de Francfort. Très bien. Si je vais sur mon S3 et que j'enlève ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon bucket qui s'affiche. Tu as le contenu du bucket qui s'affiche parce que tu as besoin du fichier de bienvenue Si sur je fais lequel... index.html, ça devrait marcher. Voilà, il te manque la redirection par défaut sur index.html. Oh. Bon. Alors, the specified key does not exist. Si on allait utiliser la console S3 pour aller voir le contenu du bucket, Effectivement, là, le bucket, il n'a pas l'air bon. parce que là, je pense que t'as pas forcément ce que tu attendais dedans. Ouais, c'est pas normal. Bon, on va aller voir. Hein. Il est bien public. Ah, il te l'a mis dans un sous-dossier. Donc ça veut dire qu'en fait, ça veut dire quoi? C'est que quand on la build, le ngbuild-c production, eux qui me mettent tout directement dans dist, eux ils ont configuré le projet pour que ça le mette sous dist ou encore quelque chose. On dirait bien. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on dise qu'en fait, ce que tu cherches pas dans dist, mais tu cherches dans dist / capcodetwitch.fr. C'est ça, ce qu'il faut copier dans le bucket, ça n'est pas le contenu de dist, c'est le contenu de dist / ça, effectivement. Donc ça, il faut qu'on change notre build spec. Et du coup, après, on pourra relancer juste l'étape de deploy ou il faut tout relancer de nouveau? On va voir. Par contre, j'ai cliqué sur le nouveau truc. On verra. Si le retry ne marche pas, on cliquera sur release change. Je prends le build spec. Et je pense que c'est là dans artifact. Tu vois, on a une histoire de dist. Si au lieu de prendre étoile étoile / étoile, tu prends étoile étoile / Je le pense que dossier c'est / plutôt étoile. ici. Je pense que ici, il faut que tu mettes ce truc-là. Ok, bah allons-y. Tac. Et je suis en train de me dire que là, parce qu'en fait, quand même assez spécifique au projet, tu vois. Mhm. Est-ce qu'on Tu ne mettrait pas une variable en fait ici plutôt? On pourrait, hein. De toute façon, mettre des variables et rendre les choses polyvalentes et réutilisables, je pense que ce n'est jamais une mauvaise idée. Je vais l'appeler distfolder. Je update ça. Et du coup, là-dedans, je vais devoir éditer et je vais devoir lui dire que. On ajoute un environnement, c'est ce qu'on a fait avec les dollars. Je pense qu'ici, il faut qu'on nous dise que le dist folder. En fait, c'est pas dist, mais c'est dist / cap-twitch.com. Je vérifie juste, mais ouais, ça va être ça. On va réessayer. Hein. Done, save. Vu qu'il y a succès, en plus, tu peux pas le retry. Donc, on va. Allez, on réalise. Oh, mais si c'était fini, si c'était directement. Ce que tu peux faire en attendant, c'est essayer d'accéder au contenu du bucket en rajoutant le /. Ah oui, on peut essayer. Voilà, pour voir si finalement, à part Est-ce ce que ça problème de serait passe. pas trop tôt? Ah, je te laisse juge, c'est toi Parce que l'animateur. là, il n'y a plus aucun intérêt après. Je m'en remets à ton jugement. Parce que imagine là, ça marche, on fait ouais, ça marche. Et après, quand ça va vraiment marcher, on va être un peu déçu. Tu vois. Ok, alors allons voir le contenu de ce dossier. Est-ce qu'il y a bien quelque chose qui ressemble à une build Angular? Oui, en effet. Ça On a ressemble à des notre bundles index JavaScript. HTML qui nous intéresse. Donc là, si on va demander, on peut regarder, peut-être que ça intéresse un peu les gens. On peut absolument pas voir le fichier en fait. Si tu veux voir le fichier, il faut que tu le tu download ou tu l'ouvres. Ça marche pas du tout. Je le download. Ouais, il faut avoir un download et regarde ce qu'il y a dedans. Il m'ouvre direct chez toi. Ouais, non. Ça m'a l'air bien vide. Hein. Ou pas lisible. Ouais, j'allais dire.
Ah, si, Oui, des c'est choses, ça, ok, il y a des d'accord. choses. En fait, c'est parce qu'il n'arrive pas En à fait, il y a que- en charger fait, il y a que le des bundle. scripts. Bah oui. Qu'est-ce qu'ils ont mis en favicon, tiens? Tant qu'on y est, hein. Ah ouais, C'est un bah, truc Angular par défaut. ah, c'est fade. Non, mais ils n'ont pas encore travaillé le design plus que ça. Hein. Terrible, hein. Ok, c'est en train de rebuild. Nous les détails, qu'on puisse suivre ça. Tu peux mettre le tail du coup, comme ça on voit le truc en temps réel. Tac, tac. Je vais juste fermer ça, fermer ça. On peut fermer IAM aussi, je pense qu'on a Fermer IAM, ouais. Et ça, c'est pas, ça le met juste en joli, c'est tout. Non, en fait ça t'ouvre en grand et ça te maintient toujours en bas du fichier. Donc tu peux voir l'avancement, ça te défile sous tes yeux. En Ça fait. le fait pas aussi le bas sur l'autre? Je suis pas sûr. Ok. Voilà. Je sens bien qu'il y a peut-être des gens qui sont très malins dans certaines boîtes, qui sont en charge des déploiements, qui font genre ils font tout à la main, en fait ils ont tout automatisé, ils font rien de leur journée. Il y a des anecdotes comme ça, hein, de gens qui automatisent leur boulot. C'était super fast par contre, c'était ultra rapide. Hein. Et terminé là? Ah oui, Ouais, il a terminé. phase completed. Bah, on peut aller vérifier du coup le contenu de notre S3. Ah, faut qu'il le. Bah attends, ça c'est juste pas. Non, regarde, il est encore en build. Hein. Il m'a dit succide. Je pense que l'interface c'est juste. Bah, l'interface elle a un peu de décalage l'interface. Genre elle a 10-15 secondes de délai, tu vois, par rapport à la build. C'est possible, hein. Comme tout est asynchrone. Et oui, parce que tout est basé Sur des événements. Et oui, conférent, on peut le faire. Event driven. Ok, donc là, hein, si je fais F5 ici, j'ai un peu plus de choses. Ok. Alors il n'a pas enlevé ce qu'il y avait précédemment. Est-ce que ça veut dire que quand tu fais une build, il faut que tu vides le bucket avant? Non, il faut que c'est le même nom et que les remplace, je crois. Parce qu'il n'y a pas d'aléatoire. Regarde, je vois des chiffres générés ici. Est-ce que c'est tout le temps les mêmes quand tu builds? Tu marques un point. Je marque Moi, un si point. tu deletes ton truc, t'as plus de C pendant un moment. Ah oui, clairement, oui. Par contre, ce qui est bien, c'est peut-être tu peux cleaner, tu peux mettre derrière dans ton S3 pour cleaner les objets qui n'ont pas été modifiés depuis par exemple plus de un an, tu vois. Oui, après, dans un bucket, tu peux gérer du cycle de vie des fichiers. Les fichiers qui ne sont pas utilisés pendant un Ouais. certain temps, tu peux les archiver Je ou les pense pas que ce détruire soit ta automatiquement. pipeline de faire ça, mais plutôt ton bucket S3 de se gérer lui-même. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de fichiers, après on a des buckets S3 sur CapCut qui sont gros, donc on peut peut-être faire le ménage. Après, si ça se trouve, ça, c'est des numéros qui ne changent que si toi, à la build, tu lui demandes de t'en générer des nouveaux. Ces fichiers-là, ils sont avec des numéros, enfin des noms aléatoires comme ça, je pense, pour éviter qu'ils restent dans le cache des navigateurs quand tu publies Ouais. une nouvelle version. Et Du coup, je supprime à la main ce CapCut Twitch Prompt parce que j'ai pas envie que ça me. oui, bah oui, ça sert à rien. Permanently delete. Ok. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut. Et maintenant, si je reviens ici, Nous avons notre application. Donc là, tu y accèdes au travers de l'URL du bucket. voilà. On va essayer avec CloudFront. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Et ça va pas marcher parce qu'on n'a pas encore le certificat. Alors ça marchera pas en HTTPS, mais là tu es en HTTP. Non, je crois que ça marche pas. Oui, parce qu'on avait demandé la redirection HTTP vers HTTPS. Bon, ça, je pense qu'on fera à la limite le stream prochain quand on aura les certificats parce qu'on va pas s'amuser à tout configurer maintenant. Ouais, mais du coup, donc, ça montre bien qu'on a déjà le site accessible Ouais. depuis le serveur de cache, le site accessible directement depuis le bucket. Et là, on arrive à contacter CloudFront, mais il manque la partie certificat, donc c'est pas valide. C'est ça, le certificat qu'il faut demander via un outil d'Amazon qui s'appelle le Certificate Manager. On peut aller faire un tour dans l'interface pour voir si ça, On si a ça un a bougé. message dans le chat. Bonsoir, ça Ah oui, le output hashing, ouais. Ce serait ça qui génère les nombres aléatoires peut-être. de notre build. Ouais. Merci pour la remarque. Du coup, je t'ai coupé, qu'est-ce que tu disais avant? Attends, parce qu'on peut peut-être creuser ce sujet là une petite seconde. Du coup, cette option output hashing, est-ce que quand on la met, les numéros changent? Ou est-ce que quand on ne la met pas... Enfin, tu vois, comment elle fonctionne? Allez, Stack Overflow directement en live. Le Stack Overflow, c'est la Bible. Hein. Non. On va prendre un doc Angular. Hein. Je veux pas juste la doc.
C'était quoi? C'était H. Ok, donc là on a Scom qui nous dit que quand on met l'option ---- output hashing, tu vas avoir des numéros différents. Voilà, D'accord. donc si tu mets none, ça va bien te régénérer des fichiers tout le temps pareil. Du coup, tu vas pouvoir faire en Les sorte que dans le écraser. bucket ça les écrase. Mhm. Et si tu mets en place ce output hashing, en fait, il faut que tu rajoutes quelque part dans ton étape de build Ok. une étape pour aller vider le bucket avant de Et republier. par le défaut, contenu. du coup, j'imagine que c'est non. J'ai l'impression. Ça, je ne sais pas dire, je ne Vu connais que c'est pas la première suffisamment option, bien. j'imagine. Si c'est là qui est bien écrite, c'est que c'est la première option, ça va être non. C'est plus une option CI d'ailleurs, c'est dans la config Angular.json maintenant, d'accord. Ok, bah merci pour les infos, c'est intéressant. Et du coup, d'après Scom, maintenant c'est carrément une option AngularJS, tu n'as plus besoin de le mettre, de configurer à la build. Ce qui veut dire qu'encore une fois, du coup, tu t'abstraites ton build spec Mhm. et tu restes dans AngularJS, donc dans ton projet, donc c'est bien. Ok, donc du coup, c'est configuré par projet dans Là, le. tu peux aussi mettre dans ta CI, hein, mais. Ouais. Oui, en fait, tu peux peut-être avoir une valeur par défaut dans la config du projet, et puis si à un moment donné tu veux changer, au Ouais. moment de la CLI, tu rajoutes l'option. Par contre, juste, je crois que ça ressemble pas à ça ce qu'ils ont fait. Donc je commence à me dire que peut-être qu'en fait master n'est pas la branche la plus à jour. Ah, ça, je n'ai pas eu l'information de la branche à générer. Donc On peut pas explorer le GitHub à partir de là. Hein. ah, attends, j'ai l'appel d'un ami. Mais oui, c'est task slash Canva intéressante. Les cours Florent. Donc là, tu as Là, changé j'ai la changé source. le tab de commit. Donc si tu relances tout, on va faire exactement la même build, mais Mais sur depuis une une branche différente. Et ça prend 15 secondes à changer. Et du coup, tu vas vider le bucket ou pas? Ça va être l'occasion. De vérifier si l'output hashing il On est fait en une place petite ou cap pas. écran. Une Allez. petite caps d'écran. Allez. De Windows Majest. Hop. toute façon, tu verras bien aussi, puisque après, tu auras les fichiers en double dans le bucket. Hein. Oh, t'as pas peine tout court. Ah, pen.net, c'est tellement mieux. C'est tout compliqué. Mais non. Voilà. Qu'est-ce qui est compliqué là? Je m'y retrouve plus. Genre. Je suis perdu, j'ai une icône avec une palette de couleurs. Oui, ce bon vieux paint moche et nul. Bon, bah, je pense que master est à jour. Alors, on a build master et on a un truc qui est moins joli que ce qu'on avait vu la dernière fois. Moi, j'ai surtout vu que master était pas à jour depuis un mois, mais c'est pas grave. Parce que après, au pire, on pourra recaler sur master et puis le jour où il y a un commit qui est trigger, ça redéclenche tout. Et si tu veux du coup build plusieurs branches, il faut que tu fasses plusieurs pipelines? Je pense qu'il faut avoir plusieurs étapes de source. Quoique je suis pas sûr en fait. Moi, je pense que c'est vraiment une pipeline, une source. Une pipeline, Parce que c'est une la source, seule hein. étape qui est pas optionnelle. D'accord. Donc je pense qu'une source c'est une pipeline. Je pense que master à jour c'est faux. Donc ça c'est vraiment ce à quoi c'est censé ressembler Scom. Enfin, Laurent du coup, tout le monde sait que c'est Laurent. Donc, parce que sinon on arrête le stream ici, hein, ça sert à rien de tout rebuild une deuxième fois. D'accord. Donc master est à jour. Ça a été push en zoom. Ah ça, moi, de toute façon, on peut montrer la stack de pipeline. Ok, master est à jour depuis au moins 30 secondes. Ok. C'est con parce que si on l'avait vu, on aurait pu voir le truc. Moi, je remets master. Remets master, on fait une build et puis on va avoir quelque chose de joli, ça va être cool. Done. Je save. Et du coup, vous allez voir, ça va être intéressant. Parce que je pense que du coup, les builds vont se marcher dessus, mais ça va être intéressant de voir comment ça marche. Bon, du coup, là, je reclique sur change pour trigger ça, mais sinon, un commit suffit. Vous allez voir que bah, on va avoir deux étapes de build qui vont se lancer en même temps. On va voir pour voir comment est-ce que la pipeline gère cela. Ça va être la course à l'upload dans le bucket du coup? Non, normalement, tu vas voir qu'en fait, ici, tu auras une petite étape qui te dit qu'il y en a un en attente. Ah, Du coup, quand cette build sera terminée, la suivante va démarrer. C'est vraiment une file d'attente. ok, Et parfait. c'est le premier qui arrive, le premier qui sort. Si je suis un coup d'F5, il faut que l'interface se recharge. Ah, c'est dehors. C'est bon, j'ai l'impression qu'il l'a pas pris en compte. Pourquoi? Bah, je sais pas, genre. Il n'y a pas Bah. d'étape intermédiaire. Là, où ça une étape intermédiaire? Bah, Enfin, vu que j'ai lancé une build et que je vais relancer une build derrière, pour moi, il aurait dû dire. Ah, te faire la mise en attente dont tu parlais? Alors, à moins qu'il ait pas interrompu la build pour. Ah, c'est possible.
Pour le deploy, je sais qu'il le fait pas, mais pour la build, peut-être qu'il. Moi, je pense qu'il les met en file d'attente les unes après les autres, mais pas au niveau des étapes, carrément au niveau de toute l'exécution des pipelines. Pour moi, c'est au niveau des étapes, mais je me trompe peut-être. Honnêtement, c'est pas le service que je connais le mieux. C'est d'ailleurs pour ça que c'est toi qui anime ce service-là. Moi, j'ai déjà monté des POC, je sais build du Java avec ça. Je pense j'ai l'impression qu'il a cancel l'autre, hein, parce que une minute. Oui, c'est possible. Et donc je re-release Jean-Noël. Oh, alors après, on n'en finit plus sinon. C'est pas grave, une fois que le style est fait, il est fait. Oui, J'aimerais bien avoir les deux. Ça ne te dérange pas, c'est mon porte-monnaie, hein. Si tu veux, je te paye la bouffe la prochaine fois. Attends, toutes ces exécutions là, ça va me coûter au moins 25 centimes. Hein. Pas si cher que ça. Bon, ça on peut fermer. Ça on va fermer, on n'a plus besoin. D'ailleurs, si jamais pour bien voir la différence entre les deux, ici on a dû mettre le slash en ex.html et pas ici. Donc ici, si je l'enlève, bah, je reviens sur mon bucket S3 avec mon XML qui met tout ce qu'il y a. Quoi. Qui liste le contenu, ouais. C'est ça. Mais bien, en vrai, les gens y accéderont depuis ça qui redirigera sur ça. Oui, idéalement, il faut bloquer l'accès direct au bucket. Comme ça, en plus, tu empêches les accès en non SSL. Quoi. Après, là, pour le cadre du streaming, on va pas. Ouais, je pense qu'il cancel la build. Hein. Parce que là, clairement, il a cancel la build. C'est impossible qu'il ait. Ah, quoique. Je pense que c'est trop fast en fait, c'est tout. Mais du coup, là, en théorie, si je fais F5, on a un truc joli. Ça dépend de la validation. Oh, ah, c'est mieux. C'est déjà beaucoup mieux. C'est super rapide. Hein. Et quand, bah, c'est bien ce que je me dis, mais j'arrivais pas à avoir les deux trucs en même temps. Du coup, je pense que c'est juste trop rapide en fait. Mais là, ça marche vachement bien. Et alors là, j'aimerais juste vérifier un truc. C'est le network. Et oui, parce qu'on n'a pas de back. Là, on a juste publié une application front, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas d'API derrière. Je pense qu'il tape sur. Ah non, ils ont bien fait les choses. Il manque pas un slash là derrière le com account? Je pense qu'il manque un slash. De toute façon, l'API n'est pas encore en ligne, de toute façon, ça ne marcherait pas. J'avais dit que le master était à jour. Pardon. Mais ouais, de toute façon, du coup, ça n'aurait pas marché. Et comme dit, là, l'API, on va pas commencer ça maintenant si on est encore parti pour. Parce que l'API, c'est vraiment plus velu que le front. Le front, c'est assez simple. Tu n'as que 2-3 services à mettre en œuvre. Pour l'API, il va falloir aller faire de l'ECR, aller toucher à l'Elastic Load Balancer, aller toucher à l'ECS. C'est un peu plus touffu. Alors si on regarde un petit peu ce qui nous attend sur ce prochain stream orienté hébergement publication sur AWS. Donc tu me dis que c'est plus velu, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre comme service pour héberger une API.NET? Alors, pour teaser la semaine prochaine, ça va être le même principe, on aura après la source qui vient dans un repo Git, la build et le deploy. Le deploy, on va le faire dans ce qu'on appelle Amazon ECS. Okay. Du coup, qui est le service de gestion des conteneurs Docker d'AWS. Et du coup, l'objectif, ça va être de builder l'image Docker, de la déposer là-dedans. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va builder l'image Docker avec un build spec comme on l'a vu là. Forcément, il nous faut des accès à pas mal de choses. Une fois que cette chose-là, une fois que c'est buildé, en fait, on va le déposer dans un ECR. Donc l'ECR, c'est l'Elastic Container Repository, qui permet du coup de stocker des conteneurs Docker, avec des systèmes de tags et tout ça. Donc on build l'image Docker, on la dépose dans une ECR, et après on dit à l'étape de deploy, l'ECR, enfin l'image Docker est dans cette ECR. Le deploy, il va récupérer l'image Docker, il va la démarrer dans une ECS. Et en fait, c'est l'étape de l'ECS qui, je trouve, est vachement plus velue. Parce que si tu compares l'étape de deploy, où là on a juste dû faire un bucket S3 et une distribution, là il faut que tu te paluches, entre guillemets, toute la configuration de ton instance ECS. D'accord. Et ça, c'est un peu velu. Du coup, pour présenter un petit peu tout ça, on fera un beau schéma en introduction pour montrer l'architecture de ce qu'on va construire. Et puis on montrera aussi du coup ce qu'on a construit aujourd'hui. Et puis on expliquera comment tout ça se connecte. Bon, là, l'interface, si on veut faire un schéma, tu reprends ça. Et derrière, tu mets CloudFront et puis tu mets Route 53 et c'est un schéma assez basique finalement pour le front. C'est vrai, ça reste de la publication web avec de la compilation au milieu, donc c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Là, surtout que pour expliquer la publication sur ECS,
c'est bien quand les gens ont un petit peu de culture sur tout ce qui est Docker et conteneurs parce que ça met ça en œuvre. Donc on pourra peut-être faire une petite parenthèse sur la techno en elle-même. Et ce qui sera intéressant aussi, c'est qu'à la fin, on prenne un peu de recul et qu'on fasse un schéma d'archi finalement de tous les services qu'on a mis en œuvre pour publier tout ça. Parce que à chaque fois, c'est des services indépendants en silo, mais qu'on arrive à faire interagir les uns avec les autres pour construire une solution complète. Et ce qui est intéressant, Chloé, c'est que tu dois forcément mettre la main dans plein de choses. Ça te force à un peu comprendre comment ça marche, comment ça interagit, quoi. Ouais. C'est moins indépendant que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Parce que forcément, Code Pipeline, c'est un assemblage de plein de briques pour automatiser le déploiement. Ce qu'on fera également sur la partie donc, hébergement de conteneurs Docker et exécution de conteneurs Docker, on utilisera la solution qui s'appelle Fargate, qui permet de faire de l'exécution de conteneurs en serverless. Comme ça, on n'a pas de machine à gérer, on n'a pas de VM à gérer, et on fait du serverless, ce qui est un petit peu la tendance, c'est l'objectif de faire des architectures event-driven en serverless. J'ai juste pensé qu'en plus de l'ECS, forcément, il faut que tu recables Route 53, il faut que tu cales en Elastic Load Balancer. C'est aussi pour ça que c'est lourd parce que y a tout ce qu'on a fait avant, plus d'autres choses. Donc c'est un peu lourd. S'il faut, on fera 3 streams, c'est pas un souci. Non, mais je pense qu'on a un stream, c'est ça, parce que là, on a introduit plein de concepts. Pour refaire la pipeline, on va pouvoir aller beaucoup plus vite que ce qu'on a fait maintenant. Là, on a passé quasiment 1 heure à faire la pipeline. Quand je vais la refaire, tu as vu, ça m'a pris 5 minutes parce que je sais ce que je fais. Ouais, c'est ça. Donc quand tu sais ce que tu fais, ça va vraiment vite. Est-ce que pour terminer, on peut faire un 5 et voir si ça a remplacé les choses? C'est ce que j'allais te proposer, qu'on regarde si on a les mêmes fichiers ou pas. Non, il les a rajoutés. Il les a rajoutés, effectivement. Donc ça veut dire qu'on accumule dans les buckets. Tu as une action à faire de notre côté pour vider un peu les buckets, je pense. Soit on vide les buckets, soit on enlève l'option output hashing en mettant dans nos fichiers angular.json none à cette option. Comme ça, on fait bien du remplacement à chaque fois qu'on fait une publication. Est-ce qu'on peut configurer dans S3 une politique, enfin quelque chose qui dit que tout ce qui a plus qu'un mois de différence avec genre index.html, tu peux me le dire, tu vois? Tu peux faire quelque chose qui ressemble beaucoup, c'est-à-dire que tu peux dire que tout fichier non utilisé depuis plus de X jours, il est automatiquement bougé, archivé ou détruit. Sachant que du coup, ces fichiers sont forcément utilisés parce qu'on y accède. Voilà, et donc tant que tu as des gens qui vont de temps en temps récupérer ces fichiers, alors attention parce que c'est caché par le navigateur tout ça, donc c'est peut-être pas non plus accédé très souvent, ça dépend de ta population d'utilisateurs. Mais on pourrait dire, voilà, tous les fichiers qui ont plus de 3 mois, ça veut dire que 3 mois sans usage, c'est qu'ils sont plus utilisés. Après, donc on peut les dégager. Si tu as du cache, techniquement, tu peux vider ton bucket S3 juste avant de le remplir. On peut aussi faire ça, tout à fait. Ça doit être faisable. Bref, il y a plein de personnalisation possibles et d'optimisation. Exactement. On allait au plus simple. On allait... Par rapport à ce que nous on fait à CapQuest, j'en mets pas mal d'étapes. Dans toute la partie code artefact, on l'a pas du tout montré. Parce que là, dans le cadre de ce projet-là, on n'utilise pas de paquet privé, donc on n'en a pas besoin. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a ce chouette site qui est du coup disponible. Est-ce qu'on met le lien dans le chat éventuellement? Si les gens veulent commencer à faire mumuse avec. Tu peux mettre le lien. Après, il n'y a pas d'API derrière, donc ils vont pas pouvoir mumuser grand-chose. Par contre, si ça nous fait juste besoin de faire ça. Je vérifie, je clique. Pareil, je clique. Oh, ça fonctionne, c'est magnifique. Donc, comme dit, l'objectif d'ici semaine prochaine, c'est qu'on a un certificat. Et que ça, ce sera le début du stream prochain. Vérifier que le certificat est OK. Bon. Ça marche. Jira. Jira, mon Dieu. Merci pour ton animation, Hugo. Merci à toi pour ton expertise, Jean-Noël. J'ai fait de mon mieux. J'espère que ça vous a plu. Ça ne marche pas contrôle m'acheter sur ton navigateur? C'est nul. Je sais pas, c'est comme un Chrome, non? Ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Pas grave. C'est CTRL-SHIFT-R chez moi, je pense. Non, ça c'est reload. Bah oui. Et T, c'était quoi? T, c'est le dernier onglet fermé. Ah oui, mais t'es en navigation privée, Hugo, donc ça ne fonctionne pas le CTRL-SHIFT en navigation. Ça marche sur Chrome, je suis quasiment sûr. Bref. C'est le débat. Au pire, je l'ai ici en fait. Voilà. Je propose qu'on se quitte sur cette belle application. Et qu'on se dise tout simplement à la semaine prochaine. On se retrouvera avec Laurent et Marvin qui, je pense, vont continuer cette application qui peut encore être améliorée.
J'ai hâte de voir ça. C'est sympa, je trouve, de construire un truc au fur et à mesure et d'avoir un fil conducteur Ouais. dans la construction de Les tout ça. streams qui se répondent, moi j'aime bien. C'est sympa. Effectivement, on a commencé avec 2 activités en parallèle et là, on converge et c'est vraiment ça. Sinon, comme que le dev et l'archi, c'est important. Ouais. Et j'ai pas de phrase de fin là, je vais dire un truc avec le DevOps, mais j'ai vraiment rien à dire. C'est pas grave, je pense qu'un bonsoir ça suffira. Alors Ouais. bisous à tous et à bientôt. Bonsoir et bonne soirée et merci à vous. Ciao, ciao. J'ai plus le bouton. Attends. Comme ça qu'on a 2 écrans.